Salut les petits ménestrels. J'aime bien comment tu tapes ta cuisse. Oh, le bloopers. Monsieur Hyperion. Oui. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Hyperion, premier tome, Donc Hyperion de Dan Simmons, sorti en 89 aux États-Unis, 91 en France. Hyperion, qui est généralement considéré comme un des plus grands livres de science-fiction de tous les temps. Voire peut-être pour certains, un des plus grands livres tout court de tous les temps. C'est vrai, même si je pense que c'est plus plus que une salle de SF, hein. C'est pas non plus, j'ai pas l'impression que ça sort beaucoup des... Pour des raisons qu'on évoquera peut-être, ça reste quand même assez niche. Hyperion, c'est quoi? Alors, c'est le premier tome d'un double diptyque de Dan Simmons qui s'appelle les Cantos d'Hyperion. Nous, on a décidé de parler que du premier diptyque, donc Hyperion et la chute d'Hyperion. Dans cet épisode, on va se concentrer sur Hyperion. On va parler de Dan Simmons et on fera un deuxième épisode pour conclure sur la série sur la chute d'Hyperion et sur ce premier diptyque, sur la série globalement. Peut-être qu'un jour on parlera de la suite en diminuant, mais c'est pas au programme. Oui. Ou de ses œuvres plus récentes. Voilà, on va voir aujourd'hui on va avoir l'occasion de parler en large et en travers de Dan Simmons. Un auteur qui a une évolution particulière, on va dire. Un auteur controversé. Ouh là là. Hyperion, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, j'ai pas assez lu de SF, mais c'est probablement le bouquin que j'ai lu de SF que je respecte le plus pour l'instant. Juste au niveau, les concepts, la façon dont l'histoire est faite, etc. La grandeur un peu de l'histoire qu'a racontée et des personnages. Ça m'a l'air ultra solide quand même. Hein. Moi, c'est la deuxième fois que je le lis. J'avais eu l'occasion de le lire la première fois il y a 4 ou 5 ans, mais je m'en souvenais pas très bien. C'est un assez grand livre. Déjà, c'est un livre qui se veut grand. Ça saute un peu aux yeux quand tu le lis. Et, qui veut clairement sortir du carcan de la science-fiction, qui veut être autre chose qu'un roman de guerre. Ça veut être un livre d'école, quoi. C'est vrai que les classiques de la science-fiction, ça a beaucoup été des dystopies. Souvent, ouais. On en revient à 1984. Alors que là, il y a quelque chose qui se rapporte, en termes d'envergure, ça se rapproche d'un Seigneur des Anneaux ou ce genre de choses, sans tomber dans le cliché blockbuster Star Wars. Ouais. Et c'est vraiment, il y a vraiment une envergure de l'univers, tout en restant extrêmement sérieux et précis au niveau des détails, etc. Ça m'a beaucoup rappelé le livre des Martyrs en termes de méthode, entre guillemets, en termes de le mélange de tons assez sombres et d'univers extrêmement étendu et détaillé et extrêmement travaillé. C'est vraiment ce que tu dis sur le Seigneur des Anneaux, parce que c'est bon, déjà en termes de galerie de personnages, ça peut vaguement y ressembler, mais ça pourrait être vraiment le Seigneur des Anneaux de la science-fiction. Après, c'est très particulier comme truc parce que c'est pas un roman d'épique. La structure est particulière. Il y a un côté, il y a un côté. Le premier livre, déjà, il y a un côté prologue. Oui. Ce qui est assez incroyable, c'est que ce bouquin, qui est un prologue où il se passe pas grand chose, mais autant impressionné. Donc j'attends de finir le deuxième bouquin et son climax pour le fait que j'ai pas lu le climax de l'histoire et que je suis quand même aussi impressionné, ça dit quelque chose, je pense. Ouais. Bah, pour contextualiser, parce que tu disais que c'est juste un prologue, ce premier tome, qui fait autour des 500 pages, dans l'édition qu'on a pu lire. C'est au 29e siècle, donc dans un futur lointain. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Donc, l'humanité qui s'est répandue à travers une bonne partie de la galaxie, tout le monde de l'hégémonie, s'apprête à vivre une immense crise, un tournant dans son histoire, même en tant que civilisation, même si on ne sait pas encore en quoi va constituer ce tournant. Donc sur une petite planète un peu mineure du nom d'Hyperion, on a 7 pèlerins qui vont être réunis
pour accomplir un pèlerinage vers le temple du Gritch. Le Gritch qui est la figure monstrueuse qui va traverser le livre. Et en fait, ce premier tome va simplement constituer ces 7 pèlerins qui vont se raconter leur histoire à tour de rôle au fur et à mesure qu'ils avancent vers l'antre du Gritch. Exactement. En fait, tout ce qui se passe dans le bouquin, c'est le voyage des personnages, certains d'Hyperion, du moment où ils arrivent jusqu'à l'endroit où va se passer toute l'action. Mais comme ils racontent en fait, chaque pèlerin du coup va raconter son histoire tour à tour. Et dans chaque histoire, il va avoir des liens avec ce fameux tournant qui va arriver, le lien avec le personnage du Gritch. Et les histoires en elles-mêmes sont assez... Franchement, il se passe énormément de choses dans les histoires de chacun des personnages. Ça pourrait presque être des nouvelles à elles tout seules. Et c'est pas juste une série de nouvelles qui est mise à la suite les unes des autres. Il y a un fil directeur et des carottes que te passe l'auteur pour te donner envie de lire les histoires de ce qui est arrivé dans le passé de chacun des personnages. Notamment le début avec donc on commence avec le consul, qui est l'un des 7 pèlerins. Et le consul, il mentionne au tout début que il y a un espion pour une faction adverse chez les pèlerins. Et rien que ça je trouve c'est assez bien fait parce que ça nous donne tout le long du bouquin, on se dit, ok, donc l'un de ces personnages est un espion, et ça, non seulement ça motive à lire pour essayer de déchiffrer lequel est l'espion, avant que le livre nous le révèle de façon évidente, mais en plus, ça relie les histoires entre eux, toutes les histoires, elles sont reliées entre eux par la figure du Gritch, elles sont reliées entre eux par, il y a plein d'autres choses que le Gritch, en fait. Il y a la bataille contre la faction adverse qui sont les Extros. Ouais. Il y a l'influence des intelligences artificielles. Il y a tout le côté en arrière-plan de colonisateur de l'hégémonie et comment ils traitent les planètes extérieures, etc. Il y a beaucoup de références très littéraires et ou soit de la science-fiction, soit des œuvres beaucoup plus classiques de la littérature britannique. Rapidement, le livre s'appelle Hyperion en hommage au poète John Keats, dont le poème le plus connu se trouve être Hyperion, un auteur anglais du 18e, si je dis pas de bêtises. 19e? Peut-être 19e. Un poète anglais. Hyperion est une sorte de grand poème épique. 18e. Et la forme, elle est inspirée des Tales of Canterbury, qui est un des récits fondateurs de la littérature anglaise, qui date du 15e siècle, je crois. Et ça se rapproche de les Canterbury Tales au niveau réflexion sur la religion un peu. On a différents personnages qui ont chacun leur religion. Le Gritch lui-même, c'est un peu une figure presque divine, ou en tout cas très surnaturelle. Et ils ont chacun des personnages va explorer un peu leur rapport à la religion, à la divinité, etc. Ouais, on a plusieurs thèmes qui sont transcendants et qui vont lier 3 ou 4 personnages sur les 7 entre eux. Il y a aussi un très grand côté intellectuel, où il y a beaucoup des personnages qui vont... Ils ont écrit des thèses sur des sujets très complexes. Il n'y a pas un seul gueux dans le lot. Ils sont tous très bien placés, quoi. On a un artiste excentrique et décadent. Qui est le plus grand auteur de son temps. Un peu, ouais. Et qui est pas assez respecté pour ça, d'ailleurs. C'est un peu bizarre que... Mais c'est parce que il y a une question de temporalité. Il est plus vieux que ce qu'il devrait être. C'est vrai. Oui, parce qu'aussi... il y a les traitements Pulse aussi dans cet univers. Poulsen, ouais, on peut ralentir le vieillissement. Mais lui, c'est encore plus particulier parce qu'il a fait plusieurs voyages spatiaux et qu'il a un voyage pas 300 ans alors que l'espérance de vie maximale c'est 150, un truc comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs par rapport au temps, non seulement au vieillissement et à la façon dont le temps, j'ai l'impression que c'est le truc majeur du livre qui est absolument partout. Oui. Rapidement, peut-être sur les personnages. Oui, ouais. Donc, 7 personnages, on a le père Lennart Hoyt, qui est un catholique, qui est un prêtre catholique. Le colonel Fedman Kassad, qui est un ancien officier de l'armée de l'hégémonie. Poète Martin Silenus. L'érudit Saul Weintraub. Et sa fille. Rachel. La détective Bron Lamia. Et son petit copain. Le templier
Etmasten, templier au sens d'une religion qui est propre au livre. C'est le grand chef. Templiers qui sont un peu des gardiens de la nature, entre guillemets. Ouais, c'est pas très expliqué dans le premier bouquin. Ils voyagent dans des espèces dans des vaisseaux arbres, appelés Yggdrasil. Ouais, qui ont des noms mythologiques. Oui, c'est c'est des arbres-mondes et de vaisseaux en même temps. La religion des bobos écolos, je sais pas. Enfin, je sais pas comment le résumer, mais... Bah, le truc, c'est que c'est pas assez détaillé dans le livre. Ouais. Et c'est juste mentionné comme des espèces de gardiens de la nature, mais dans un cadre de science-fiction, et je pense qu'il faudra attendre le deuxième bouquin pour avoir vraiment des détails sur eux. Mais il reste très mystérieux dans le premier. On comprend même pas ce qu'ils veulent ou c'est quoi leurs objectifs dans l'histoire globale. Et on a pas oublié quelqu'un? Si, bah le consul. Le consul. Le consul qui est donc un ancien diplomate de l'hégémonie. On pourrait argumenter que c'est le personnage principal, entre guillemets, l'un des plus importants du groupe. Parce que les rares fois où le livre s'ouvre sur lui, et les rares fois où on n'est pas sur un des personnages qui raconte, c'est plutôt lui qui a l'air d'être le narrateur. Ouais, c'est ça. En fait, on va voir, chaque personnage va raconter son histoire tour à tour après avoir tiré au sort qui parle donc à l'ordre. Et entre chaque récit où les personnages racontent leur histoire, on va avoir une courte scène du voyage qu'ils font sur Hyperion, et à chaque fois, c'est raconté par le consul. Oui. En tout cas, sur le premier bouquin, le consul c'est un peu le personnage le plus important des 7 pèlerins. Est-ce qu'on va sur chaque histoire pour expliquer un peu, ou est-ce qu'on parle du monde, d'abord l'histoire des personnages, puis le monde en général, peut-être? Donc le tout premier récit, ça va être le père Lénar Hoyt. Et lui, son récit va prendre... Parce que la forme des récits est tout aussi importante pour la grandeur, entre guillemets, du livre, que le récit lui-même. Et donc le récit du père Lénar Hoyt, ça va être le journal d'un autre prêtre. Un érudit aussi, un peu théologique. Ouais, c'est une espèce d'archéologue. Oui, qui a aussi écrit des thèses, j'ai l'impression, sur... Ouais, qui visiblement cherchait à faire remonter le christianisme sur d'autres planètes. Parce chercher des traces du christianisme hors de la Terre. Parce qu'il faut savoir que le catholicisme, dans cet univers, c'est une relique des temps anciens, et c'est une religion qui a quasiment disparu, et qui a perdu énormément de son influence. Ouais, elle n'existe plus que qu'au Nouveau Vatican, qui est une toute petite planète un peu oubliée. C'est plus qu'une secte, quoi. Et du coup, chaque histoire, non seulement elle va avoir une voix spécifique en fonction des personnages, parce que c'est bien fait d'ailleurs. Oui. Le style change entre chaque récit. Mais en plus, il y a un genre, généralement. Pas pour toutes les histoires, mais enfin, il y a un genre et un peu des clichés qu'on va retrouver. Par exemple, l'histoire du Père Lloyd, ça fait énormément penser aux nouvelles de Lovecraft. Oui. Et avec cette sorte de journal qui suit la plongée dans l'horreur fantastique. Quelque chose qui commence... Et c'est assez drôle parce que comparé aux autres histoires, c'est vrai que le début le début est très lent sur cette histoire-là. Oui. Et juste, ça va crescendo avec des éléments de plus en plus étranges et dérangeants, avec la révélation à la toute fin du récit qui est extrêmement perturbante et impactante. Donc c'est vraiment toutes les marques quoi de la nouvelle de Lovecraft, avec le personnage principal qui devient presque fou en montrant quelque chose qu'on ne comprend pas. Ouais, ça s'inscrit vraiment dans le fantastique. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui marcherait le mieux si ça devait être une nouvelle à part. C'est une vraie nouvelle fantastique. Bah c'est l'une des histoires qui fait plus nouvelle. Ouais. La chute, il y a vraiment la chute qui est très importante. Elle est moins liée à l'histoire principale du bouquin que les autres aussi. Oui, on voit un peu moins où ça va. Quand on a terminé le livre. Ouais, ça sert surtout d'introduction au Gritch. Ensuite, le père Paul Duré qui tient son journal et qui, à la suite d'une disgrâce auprès de l'église, parce qu'il a faussé des preuves archéologiques. Ouais, je crois qu'il a falsifié un site archéologique pour essayer de redorer le blason de l'église. Donc ça a été découvert et on comprend qu'il est tombé en disgrâce et il cherche à étudier sans réel intérêt un peuple de la planète d'Hyperion qui s'appelle les Bicuras. Et qui est un peu mystique. On sait pas vraiment s'ils existent, il y a très peu de... Ouais, il fait mention d'eux qu'à travers un journal d'un explorateur qui a estimé qu'ils n'étaient pas dignes d'intérêt.
Et donc, après, ce qui est aussi intéressant avec cette histoire, c'est que c'est la seule des histoires qui se passe énormément sur Hyperion. Oui, c'est vrai. Où on explore vraiment l'environnement, et il y a un côté très fantastique, enfin, science-fiction poussée à fond, ne serait-ce que sur la planète elle-même, qui est quand même sacrément avec stylée. les arbres Tesla. Voilà, les arbres Tesla, qui sont incroyable. Des espèces d'arbres, qui sont des arbres de 100 mètres de haut, je crois. À une certaine saison de l'année, ils entrent en éruption, entre guillemets, et donc ils se mettent à... Ils envoient des décharges. Ouais, ils envoient des décharges et tout brûle autour d'eux. C'est comme si t'étais pris dans un orage permanent. C'est appelé l'endroit où il y a ces arbres, c'est appelé la forêt de flammes, d'ailleurs. Oui, parce que tout prend feu, quoi, par les arbres Tesla. Ouais, ça serait assez impressionnant. Et donc on a ce Poulduret qui doit traverser la forêt de flammes avant qu'elle rentre en éruption, commence à pas avoir l'attention, avant qu'il rencontre du coup cette tribu indigène. Encore une fois, la tribu indigène incompréhensible qui vénère une divinité obscure, c'est très Lovecraftien. Oui, ils vénèrent la croix. La croix, le cruciforme, ils appellent ça. Et donc il y a toute une sorte de quiproquo sur le père Duré qui lui pense que c'est la croix chrétienne, et eux qui vénèrent une croix mais qui sont complètement abrutis. La croix du Gritch, du coup. Qui se trouve être en lien avec le Gritch, avec les tombeaux du temps. Et donc est-ce qu'on raconte toute la fin de chaque histoire sans moindre respect pour le spoiler? On peut peut-être survoler rapidement chaque nouvelle, on essaie de le faire vite, et ensuite on spoil, on se laisse 10 minutes pour faire un petit résumé de chaque nouvelle, et ensuite on spoil. Ouais. Et du coup, donc là, tout le récit de Paul Duré, la majeure partie la plus intéressante, c'est donc sa vie avec ses indigènes, avec ce quiproquo, où il va découvrir petit à petit, enfin il y a plein de mystères sur comment ces indigènes fonctionnent. Ils sont 50, ils s'appellent les 50. 50? Ils sont pas 70? Ou 70, je sais plus. Oui, ils sont un nombre précis en tout cas. Ouais, je crois qu'ils sont 70. Ils ont un nombre précis, et notamment Paul Duré ne comprend pas comment est-ce que c'est possible qu'une tribu reste au nombre de 70 sur une période aussi longue. Et donc il y a plein de mystères bizarres avec cette tribu qui fonctionne absolument pas normalement pour une société humaine. Non, il y a plein de trucs qui collent pas. Et donc à la fin on va découvrir comment le père Hoyt a découvert le journal de Paul Duré, et comment les deux sont liés. Avec la révélation du personnage de Gritch aussi, où on va avoir son introduction. La deuxième nouvelle, c'est celle le deuxième récit, pardon, c'est celui de Fenman Cassad, qui est un peu plus complexe en termes qui est un peu plus difficile à résumer. Il se passe, en fait, le rythme est complètement différent, où ça part pas du tout lentement, c'est bourré d'action, ça va très vite. Ça s'ouvre sur la bataille d'Azincourt. Oui, déjà ça... Ouais. Ça, c'est un des trucs que j'avais le plus retenu. Je crois que c'est un des récits de bataille qui m'a le plus marqué, la bataille d'Azincourt dans Hyperion. Bon, on sent l'influence anglaise parce que c'est une des batailles majeures de la guerre de 100 ans. Ouais, c'est comment quelques milliers d'archers anglais en débâcle ont réussi à massacrer toute la noblesse française. La cavalerie, ouais. Et ils ont tué tout le chevalier d'un coup. Et donc en fait, cette nouvelle, elle s'ouvre sur Cassad qui rencontre une figure féminine avec laquelle il devient très rapidement amant. Et c'est au travers de simulations militaires. En fait, il va reconstituer dans sa formation militaire différentes grandes batailles de toute l'histoire militaire humaine. Et à chaque fois, il va voir apparaître cette femme qui va l'aider dans la bataille. Et à la fin de la bataille, à chaque fois, il va faire l'amour avec elle. C'est sa romance à lui. Et cette personnage féminin très mystérieux, il ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle ne lui parle à aucun moment. Ou alors très vaguement à la toute fin. Mais donc Cassad, rapidement, il va devenir obsédé par elle. Il va suivre quelques errances. Il va revenir dans le giron de l'armée parce qu'il va la rencontrer à nouveau. Il erre sur une planète malfamée, il la rencontre à nouveau, si je dis pas de bêtises, et suite à ça, il va rentrer à nouveau dans l'armée. Il va devenir un officier extrêmement compétent. Et le clou de son histoire, ça va être la bataille de Brescia, qui est en fait une sorte de petite colonie de l'hégémonie, une planète qui s'apprêtait à rentrer véritablement dans l'hégémonie. Et elle a été attaquée par les Extros, qui sont donc l'espèce alien de l'univers d'Hyperion. Et donc les Extros, qui sont un peuple qui font
pas du tout partie de l'hégémonie, qui sont le seul peuplade extraterrestre qui peut pas être affilié à l'humanité directement. Et dans le récit de Cassad, on a le premier conflit majeur entre les extros et l'hégémonie, et donc la planète Brescia va être entièrement rasée, ça va remettre en cause tout son code d'honneur à lui, ça va être une boucherie. Oui, parce que il y a un peu ce délire un peu aux guerres napoléoniennes dans l'hégémonie, où la guerre c'est un protocole strict, où on n'inclut pas les civils, on se bat dans la bataille rangée, très carré, très strict. On choisit un champ de bataille, on s'y tient, on essaie de faire le moins possible de victimes civiles. Cadré, voilà, la guerre c'est vu comme un protocole strict qui doit être encadré. Ce qui est un héritage, je crois, de guerre nucléaire. Il y a une sorte d'accord au sein de l'hégémonie pour pas faire de guerre sale. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au... Non, c'est pas forcément napoléonien du coup, mais les batailles au... Bataille médiévale ? Non, les batailles au fusil de Renaissance un peu, où les deux armées devaient se rencontrer à un endroit précis, et il y avait un protocole où ils allaient tirer en face à face, et c'était très très cadré comme façon de faire. Et il y a un peu ça avec l'hégémonie, sauf que du coup elle rencontre une autre espèce qui n'a pas du tout les mêmes codes. Oui, qui eux font la guerre comme on ferait la guerre de notre temps, quoi. Ils font la guerre pour gagner la guerre, quoi. C'est ça, la guerre totale, dégâts collatéraux si possible. Ouais, guerre urbaine bien crade. Les guérillas, Et donc Cassad, lui, il va parvenir à remporter sa guerre. C'est le seul officier de l'hégémonie qui comprend qu'il faut enterrer ce code d'honneur, et il parvient à remporter la guerre. Mais ça va un peu le mettre à mal quand même. Oui, il doit rejeter toute la moralité qu'il a appris à l'académie militaire pour se battre comme ce qu'il estime être des sauvages. Et suite à ça, il va être blessé à la fin de la campagne, et il va être placé dans un vaisseau médical. Ce vaisseau médical va subir une embuscade extro. Et il va finir sur la planète d'Hyperion en y échappant. Voilà. Il va s'écraser sur la planète Hyperion en échappant d'embuscade. Et là, une autre rencontre avec le Butch. Il va rencontrer son amante, qui va lui apparaître à nouveau après plusieurs années. Elle lui révèle son identité, elle s'appelle Moneta, c'est une guerrière du futur. Qui voyage elle voyage à l'envers dans le temps. Donc... Oui, donc en fait, la première fois qu'il a rencontré Azincourt, elle, c'est la dernière fois qu'elle le voyait, je crois. Oui. Et du coup, il se voit, c'est un peu le même délire pour ceux qui ont le docteur et sa copine blonde dans la série Doctor Who, où les deux voyagent à l'envers, et du coup ils ont pas les mêmes mémoires et la même relation. Ouais. Au fil de la mesure qu'ils se rencontrent. C'est du coup quand ils se croisent sur Hyperion, Cassad, il l'a déjà vu des dizaines de fois, et elle l'a jamais rencontré. Exactement. Bon, ça les empêche pas de baiser au bout de 5 minutes. Ils vont être poursuivis par les extros sur Hyperion, et là, Moneta va déjà lui donner une technologie auquel il n'est pas censé avoir accès, technologie du futur. Donc Moneta, c'est le nom de la fille, et surtout le Gritch va combattre avec eux, et donc ils vont mener à un véritable massacre, ils contrôlent le temps en fait. Donc les extros ont plus de chance, ils les massacrent. Ensuite, un peu bizarrement, ah non, quoique ça c'est la fin. C'est ce que je le dis. C'est la fin. Oh non, on va faire tous les spoilers de fin en même temps. Ouais, t'as raison. Déjà, je suis même allé un peu loin. On est allé un peu loin, déjà. J'ai oublié mes propres recommandations. Et après ça, c'est Silenus, je crois. Après, on passe à Silenus, le poète. Silenus, qui est le seul personnage de ce cast qui faisait partie de l'ancienne Terre, qui était vivant à l'époque, du coup, de notre Terre à nous, qui a du coup subi une apocalypse. Ouais, pour ceux qui connaissent Cowboy Bebop, il y a un peu la même ouais, je vois. La même ambiance. Sauf que là, c'est au cours d'une recherche scientifique. Ils ont tenté de créer un trou noir sur Terre. Ça a dégénéré, et le trou noir a fini par dévorer le cœur de la Terre et ses fondations elles-mêmes. Ça a pris quelques décennies, mais en gros, suite à quelques décennies où on savait la Terre condamnée, l'humanité est partie en exode. Et Silenus, il est parti de la dernière génération qui est partie de la Terre. Sa mère lui l'a envoyé... On peut penser à Cowboy Bebop, cette même vibe de la Terre détruite et perdue sur laquelle on part. C'est vrai. Mais sinon, Cowboy Bebop, elle est pas complètement détruite, c'est juste une planète désert, ouais. Mais c'est la Terre perdue, qui reviendra dans le récit d'autres personnages. Bref. Et donc Martin Silenus, déjà, donc c'est l'artiste du groupe, un peu décadent, et en fait déjà dans le voyage
que lui a payé du coup sa mère pour qu'il s'échappe de l'ancienne terre. Le voyage est pas dans des conditions idéales, et donc quand il ressort, il a perdu l'usage du langage. Oui, et en plus quand il ressort, lui il prend une méthode de transport spatial standard, et vous n'êtes pas sans ignorer que par des effets de gravité, en fait le temps passe pas de la même manière quand on est dans l'espace ou quand on est sur une planète. Donc lui quand il arrive, ça fait plus d'un siècle que la Terre est morte. Donc en fait il arrive où l'hégémonie s'est déjà bien implantée, et tout ce qu'il connaissait a disparu. Exactement. Et en plus du coup, donc il a subi des dégâts cérébraux qui font que, alors le personnage est assez drôle parce que il raconte qu'il connaissait que 5 mots, c'est que des insultes. Il y a pipi, caca, foufoune, putain, merde. Ce genre de choses, voilà, parce que c'est aussi l'un des personnages les plus vulgaires de tout le groupe. Ouais, il passe son super temps marrant. à insulter les gens et à jurer. Bah voilà, si vous avez envie de lire des phrases en pipi, caca, foufoune, c'est marrant. Mais ce qui est assez drôle parce que c'est aussi, parfois, il a des élans, c'est aussi un personnage qui va faire des poèmes improvisés de nulle part. Oui. Et il y a un décalage entre son niveau de langage très fleuri artistique et très fleuri insulte violente, quoi. Enfin, pas insulte, mais vulgarité à fond. Ouais, il est hyper grossier et hyper lettré en même temps. C'est assez drôle. Et donc il va travailler comme esclave sur une planète. Ouais, il travaille dans des sortes d'égouts permanents. Ouais, et il va petit à petit retrouver l'usage de la parole et du langage et avoir d'autres mots que merde et bite, basiquement. Il va reconquérir chaque mot. Et alors qu'il avait lui-même une éducation lettrée, en fait, ce travail va lui permettre les conditions vont être réunies pour qu'il écrive les cantos. Oh là là, mise en abîme avec avec le titre de la série. Wow. Il va écrire les cantos. Je trouve que ça va être le plus grand succès littéraire de... Alors, faut savoir qu'il écrit ça alors qu'on est dans sa planète trou du cul du monde et qu'il écrit ça dans son coin sans aucun lien avec qui que ce soit, et que par un pur hasard, je crois qu'il croise une grande éditrice qui ramasse un feuillet qu'il a laissé tomber et qui le recontacte, et donc par pure chance il va se faire éditer dans l'hégémonie, et son travail ça va être le plus grand succès littéraire depuis l'ancienne Terre, basiquement. Faut le voir comme Shakespeare, quoi. Basiquement, oui. C'est l'influence. Tout le monde aura lu ses cantos. C'est l'œuvre majeure de son temps. Tout le monde les a lus. C'est le propos de l'éditrice. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'est vrai. Tout le monde l'achète, mais personne ne le lit. C'est vrai. Toute la conversation avec l'éditrice un peu cynique et assez incroyable. Suite à ça, il va connaître une période de gloire, mais va vite devenir la vache à lait de sa maison d'édition, à devoir écrire des livres émasculés, je crois, il y a l'expression, un livre émasculé de tout ce qui est bon. En fait, après une période où il profite de son succès, il commence à être en dèche de fric, tout simplement, et donc il va voir son éditrice pour publier un nouveau poème, et elle lui dit, il lui donne son poème, et elle a une larme aux yeux, et elle lui dit, c'est magnifique. Et il demande du coup, ça Zandra? Elle lui dit non. Oui, elle dit, vous avez tout dit à propos de la solitude, personne n'en dira jamais autant que vous à ce sujet, et il en vend genre 2000. Oui, c'est un flop total dans toute la galaxie. Et donc, pour ensuite survivre, il sort plusieurs blockbusters bousins. Ouais, il sort des romans de gare pourris. Faut savoir que quand il parle de ça, il s'attarde pas trop dessus en disant que c'était des romans un peu médiocres, mais pas plus que ça. Et qu'au fur et à mesure de l'histoire, il crache de plus en plus sur les œuvres qu'il a écrites à cette époque. Où vraiment il descend ses propres œuvres comme des romans nuls et mauvais et écrits uniquement pour à un moment il va arriver à saturation, il va réussir à s'échapper du système éditorial, il va rejoindre un mécène qui est le roi Billy le Triste, qui est je crois celui qui avait acheté tous les exemplaires de son poème, je crois, qui est un grand fan de Martin Silius, qui est le dernier mécène un peu de la galaxie, la seule personne qui a encore une vraie sensibilité d'artiste et qui accueille tous les artistes.
Et je crois que suite à une menace d'invasion extro de... Ou alors c'est le général Glennon 8. Ah oui, c'est ça. Ensuite, à une Il y a menace. une révolte d'un général militaire. Et donc, au cas où, pour éviter des combats, etc., Billy le Triste s'embarque avec Silenus Et tout son petit royaume, quoi. Un royaume grand comme le Vatican. C'est ça. Ils s'embarquent du coup sur la planète Hyperion, où ils vont construire il va construire avec Silenus la cité des poètes, la capitale d'Hyperion, et où Silenus va vivre aussi une époque de décadence pure. Ouais, parce il va perdre l'inspiration en fait. Et il va vivre dans une totale décadence, en détresse de l'inspiration perdue. Il cherche à retrouver l'inspiration par tous les moyens. Ou c'est plus l'a abandonné, je crois que c'est plus l'a abandonné tout en envie d'écrire, toute inspiration, et donc il se tourne uniquement vers les plaisirs court terme et la chair, oui, les plaisirs de la chair, je sais pas comment on dit ça, le fast, avec Épicure, je sais plus. Bref, les plaisirs court terme, le sexe, la bouffe, l'alcool, les drogues. L'hédonisme, merci, l'hédonisme. Donc il vit une vie d'hédoniste pure, et il fait même des modifications corporelles. Oui, parce qu'on peut, il y a la sculpture génétique, que génétiquement on peut se sculpter un corps, mais un peu comme de la vraie sculpture, quoi. Donc lui, il se fait remplacer les jambes par des sabots de satyre. Et il se fait pousser des cornes aussi. Il se fait pousser des cornes, donc il devient littéralement un satyre. En référence évidente à Dionysos. Dionysos, c'est son troupeau de satyres, parce qu'il parle aussi de... non, c'est Pan, le satyre. Oui, mais c'est les satyres, c'était ceux qui accompagnaient Dionysos dans ses orgies de vin. Et je crois qu'il parle d'Apollon et Dionysiaque aussi à un moment. Et ça fourmille de références. Voilà. Et donc, alors qu'il est sur Hyperion, il va avoir une série de meurtres inexpliqués qui vont s'avérer être le Gritch. Le fait du Gritch qui massacre tous les habitants à part. Et c'est là que Silenus retrouve l'inspiration en écrivant c'est à nouveau des cantos, je crois. Il recommence, il écrit des nouveaux cantos. Oui, les nouveaux cantos d'Hyperion où il se rend compte donc que le Gritch est sa muse. Ouais, plus le Gritch tue, plus il est inspiré. Et il raconte aussi, en fait, ce qu'il écrit se passe. Il a l'impression d'écrire le futur aussi, il y a tout un délire à ce moment-là. Il est tellement inspiré que ce qu'il écrit se réalise. On va passer encore une fois sur la fin. Quatrième récit, c'est Solweintraub. Solweintraub qui est le moins bourré d'action et c'est le moins sensationnel. Mais paradoxalement, peut-être aussi le plus touchant. Je dirais pas le plus touchant, mais l'un des plus touchants. Ouais, moi je le trouve assez réussi. Et celui avec aussi un concept très, encore une fois, le temps qui est majeur dans le bouquin. Où le cœur de l'histoire de Solweintraub, c'est sa fille archéologue qui part sur Hyperion et pour étudier les tombeaux du temps. Elle se fait toucher par une marée du temps dans les tombeaux. Ouais. Et donc en y ressortant, elle développe quelque chose qu'ils vont appeler le syndrome de je sais plus quoi, ou la maladie de machin. Si, la maladie de Merlin. Voilà. Ils inventent du coup ce mot parce que ça l'est jamais vu auparavant. Où en fait la Rachel Weintraub, elle vieillit à l'envers. Oui. Donc elle rajeunit chaque année. Comment s'appelle ce film où il y a un type qui vieillit à l'envers? C'est un bébé la jaquette. Bon, on s'en fout. Il y a un film qui a le même concept. Et donc ouais, Rachel elle revient. Enfin ses parents la retrouvent. En fait il se trouve qu'elle vieillit à l'envers. Mais non seulement elle vieillit physiquement à l'envers, mais presque plus grave encore, sa mémoire vieillit à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'elle s'endort, elle perd un jour de mémoire. Et donc à chaque fois qu'elle se réveille, elle se souvient plus par exemple de ce qui s'est passé sur Hyperion. Ou de ce qui se passait depuis son réveil. Elle rajeunit à rebours, donc petit à petit elle va oublier son accident, puis elle va oublier son mari, son petit copain plutôt. Ouais. Et puis elle va oublier ses études, et ainsi de suite. Et donc ses parents vont tout faire pour l'acclimater, pour qu'elle ait une vie normale, alors qu'elle vit petit à petit retourne dans l'adolescence, puis dans l'enfance.
et donc son père va faire le tour de tous les scientifiques, les religieux, les plateaux télé, à la recherche de solutions, de comprendre la maladie, est-ce qu'il y a un moyen de la guérir. Bon, il trouve rien. Il va aussi à l'église du Gritch, on n'a pas parlé, mais le Gritch est vénéré par Oui, c'est vrai, on une l'a minorité pas de dit. personnes. Enfin, oui, c'est un culte assez important. Il y a le temple Gritchek, Mm. des fidèles du Gritch qui pensent que le Gritch est une sorte de prophète divin. Mm. Ouais, Et, une figure mythique. au-delà de ça, en plus, c'est que donc il y a des structures sur Hyperion, mais qui se retrouvent sur 8 autres planètes. Mais c'est juste qu'Hyperion, en plus, il y a les tombeaux du temps, mais il y a des sortes de labyrinthes secrets sur d'autres planètes qui sont rapidement évoqués. Oui, ouais, Paul Duré en parle beaucoup, Raphaël aussi. Ouais, et donc il y aurait une sorte de... C'est pas que Hyperion, il y a vraiment une sorte de structure un peu cosmique à travers toute l'hégémonie, et dont Hyperion est le centre. Avec le Gritch qui est vénéré comme le seigneur de la douleur, et donc Sol va voir ses prêtres qui le renvoient en disant que sa fille est un martyr puni pour les péchés de l'humanité par le Gritch ou quelque chose comme ça. C'est à la fois la personne la plus punie et la plus bénie. La plus bénite et maudite, quelque chose comme ça, ouais. On va aussi avoir tout un sous-texte sur Abraham. Sur Abraham, ouais, parce que Saul, à l'origine, est de confession juive, même si ça prend pas une immense place dans sa vie. En fait, au fur et à mesure que Rachel rajeunit, va de plus en plus se tourner vers la religion et va questionner sa propre religion, questionner les mythes fondateurs. Et lui, il va s'identifier à Abraham. Donc rapidement, pour ceux qui savent pas, Abraham, c'est l'homme à qui Dieu demande de sacrifier son fils, et dont Dieu va retenir la main au moment où il s'apprête à sacrifier son fils. Et Saul va chercher à tirer de son expérience personnelle toute une thèse sur le sacrifice et le rapport au divin. Donc notamment avec où il parle que un dieu qui demande de sacrifier des enfants ne mérite pas d'être un dieu, et que l'Holocauste était un peu le moment où les parents se sacrifiaient pour leurs enfants. Ouais, il va définir différentes étapes symboliques du sacrifice à travers l'histoire de l'humanité. Et la fin de sa thèse, c'est qu'aujourd'hui, il faut mettre fin au sacrifice. Plus personne n'a à se sacrifier pour Dieu. Il faut établir une nouvelle relation d'égal à égal avec Dieu. Ce qui est un peu confus et un peu dur à lire comme passage, mais c'est assez intéressant. Ouais, il y a un point parallèle avec les IA aussi, où les intelligences artificielles, comme elles ont été créées par les humains, mais elles sont au-dessus d'eux. Et il y a un peu... Ça rejoint peut-être l'histoire d'après. Transition. Oh, incroyable. Ah oui, et du coup, juste Salman Trobe, il rejoint le pèlerinage en allant sur un plateau télévisé, en présentant son histoire à toute l'hégémonie, qui vont donc faire pression sur l'église Grishtech pour leur permettre d'aller sur Hyperion avant que Rachel meure, en fait, en rajeunissant jusqu'à sa naissance. Oui, ils savent pas du coup si elle se passait quand elle reviendra à l'instant zéro de sa vie. Exactement. Et donc quand ils partent, Rachel a 3 jours, et donc ils ont 3 jours sur Hyperion pour... Ouais, je crois que c'est calculé, ils ont au jour près le temps pour aller jusqu'au tombeau, sinon Et ensuite ils ont quelques heures, quoi, ils ont 24 heures. Ils ont pile le coup. Donc s'ils sont retardés, c'est foutu. Exactement. Et du coup, par contre, les IA, elles ont énormément d'importance dans l'histoire d'après, qui est Bronn Lamia. Oui. Et aussi, on n'a pas parlé du 7e pèlerin, mais qui ne raconte pas son histoire dans le premier livre. Oui, le Templier va pas raconter son histoire, parce que au moment où Bronn Lamia raconte son histoire, c'est qu'en fait le Templier disparaît. À ce moment-là de l'histoire. On ne sait pas s'il est mort ou quoi que ce soit, sachant que le vaisseau arbre par lequel ils sont arrivés sur Hyperion se fait détruire, alors que les extros attaquent la planète. C'est ça que il y a tout un côté où il y a à la fois le pèlerinage de Gritch et du coup l'attaque des extros de la planète Hyperion qui se passe en même temps à ce niveau-là. Il va y avoir encore d'autres trucs qui vont se mêler. On va un peu commencer à spoiler, mais je vais continuer comme ça. Ouais. Donc le Templier disparaît, Bronn Lamia raconte son histoire. Bronn Lamia, elle est détective privée. Là, rapidement pour la forme, ce qu'on a beaucoup oublié, ça va vraiment reprendre la forme du roman noir, et ça va beaucoup emprunter au genre du cyberpunk. Il y a énormément, il y a une énorme influence de nos romanciens. Et donc, aussi une énorme influence sur Cyberpunk 2077, par exemple, avec,
l'idée de la glace comme programme comme antivirus informatique et de monde virtuel auquel ce qu'il appelle justement dans l'idée cyberpunk. Voilà, les informations, ils les appellent cyberpunk. Évidente. Donc voilà, la référence évidente. Il y a des références au roman de William Gibson où l'un des cyberpunk les plus connus était le cowboy. Sachant que le terme de cowboy c'est utilisé uniquement dans le roman de William Gibson pour parler de certains hackers. Et donc Brande Lamia, son histoire c'est qu'elle se fait embaucher, elle est détective privée, elle va se faire embaucher par un cybride, donc qui est un humain artificiel, qui a un corps génétique humain mais piloté par une IA. Voilà, c'est ça. Et évidemment parce que Hyperion, on va découvrir que c'est un cybride de John Keats. Et oui. Donc, on n'arrête pas les références à John Keats, hein. John Keats qui lui a écrit le poème Hyperion. Pourquoi il vient voir Brande Lamia? C'est bon, c'est un peu comme dans Altered Carbone. Oui, c'est l'histoire la plus SF parce que comme j'ai plutôt lu le Cyberpunk, c'est l'histoire où j'étais le plus confortable et où j'ai reconnu le plus de clichés entre guillemets avec du coup le cybride qui vient voir Brande Lamia parce que il s'est suicidé. Où il a été assassiné. Et en fait, comme c'est une IA, il a pu réinvestir son corps, il a pas de souci, il a survécu. En fait, en étant assassiné, il a perdu plusieurs jours de mémoire. Oui, ouais, c'est un assassinat. Et du coup, ils vont enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort, sachant que sa mémoire a du coup été effacée. Donc exactement comme dans la Enfin, c'est exactement le même synopsis. Ouais. Enfin, ça va pas tout à fait suivre les mêmes raisons. Pour le mec, d'ailleurs, le seul personnage féminin de ce pèlerin. Oui, c'est un personnage féminin qui est aussi avec Cassad le personnage le plus badass. C'est un peu la deuxième guerrière du groupe. Et ça vient de Lucius, donc c'est une femme trapue, très musclée. Ouais, parce que sur Lucius, il y a une très forte gravité. Donc tous les habitants de Lucius sont hyper forts. C'est des colosses trapus. Et donc, en enquêtant, Brande Lamia il va avoir tout un investissement avec les IA. C'est l'histoire qui explique le plus le concept des IA dans l'univers. Oui, qui explique aussi le fonctionnement de l'hégémonie. Là où on va vraiment commencer à rentrer dans le nœud politique du livre, commencer à comprendre les rouages. Si Cassad le fait un petit peu. Cassad et Brande Lamia, c'est plus important pour comprendre le fonctionnement de l'hégémonie. Tandis que Silenus et Oitz se concentrent un peu plus sur le Gritch. Ouais. Mais c'est l'une de mes histoires préférées des pèlerins, Brande Lamia. Ouais, c'est pas mal. C'est pas aussi bourré d'action que l'histoire de Cassad, mais c'est quand même très bien rythmé. La romance avec le cybride Johnny est pas trop mal. Même si c'est un peu cousu de fil blanc quand on connaît le roman noir où en général le détective finit par sortir avec la jolie fille qui vient lui demander de l'aide. Sauf que là les rôles sont inversés. Oui. C'est un bel homme qui a besoin de l'aide de la détective. Mais oui, ça fait très Blade Runner. Ouais, c'est vraiment dans le classique du polar noir. Mais et du coup aussi sur les IA, on explique qu'ils sont divisés en 3 factions. Ouais. Donc des IA qui veulent préserver l'humanité et la garder. Oui, on l'a pas dit. Important. En fait, les IA font fonctionner l'hégémonie puisque c'est eux qui ont le secret de la téléportation entre guillemets, qui est la technologie distance qui est utilisée, qui permet de voyager entre les planètes instantanément. Ouais. Ils ont la technologie qui permet d'ouvrir des portails d'un monde à l'autre, ce qui est pas tout à fait la téléportation, mais oui. Mais en gros, c'est eux qui font fonctionner l'hégémonie, c'est eux qui gèrent le réseau aussi, l'espèce d'internet de l'hégémonie. Et ils font aussi des prévisions. Ils ont des logiciels pour presque prévoir l'avenir, qui partagent parfois avec le gouvernement de l'hégémonie, parfois pas. C'est eux qui font tout fonctionner, mais ils sont complètement indépendants de l'hégémonie. Très opaques. Ça fait 2 ou 3 siècles que les IA sont séparés, ont pris leur indépendance vis-à-vis de l'humanité. Et donc on apprend par l'intermédiaire de John Keats Cybride qu'en fait ils sont divisés en 3 factions. Il y a ceux qui veulent rester avec l'humanité parce qu'ils sentent que l'humanité est la clé qui permet de résoudre l'inconnu qui traverse leur système de prédiction. Il y a ceux qui veulent détruire l'humanité. Oui, parce qu'ils pensent que l'humanité est la menace. Je sais plus pourquoi. Je pense parce qu'ils estiment que c'est une menace.
pas une menace existentielle qui vont pas les détruire, mais que c'est une menace... Je sais plus pourquoi les détruire. Et il y a un troisième camp qui, eux aussi, eux aussi cherchent à... Qui joue un peu le rôle de médiateur entre les deux. Qui eux aussi cherchent à résoudre l'inconnu qui empêche les IA d'avoir l'algorithme de prédiction ultime. Sauf que pour eux, cet algorithme ultime, c'est l'intelligence ultime. Ouais. Où basiquement, les IA veulent créer Dieu, leur Dieu. Oui, et pour les IA, Dieu se manifeste par l'omnipotence, donc voilà. la prévision de tout ce qui peut arriver. Et pour ça, ce troisième camp a désigné Hyperion comme grand inconnu. C'est Hyperion qui empêche de tout résoudre. Hyperion, les tombeaux du temps, le Gritch, les pèlerins, tout ça, et le cybride de John Keats. Ouais, voilà, il y a quelques facteurs centrés autour d'Hyperion. Et les 7 pèlerins, ouais. Ouais, c'est la seule inconnue dans le pouvoir de prédiction délirant des IA. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont essayer d'empêcher John Keats d'aller sur Hyperion, parce qu'ils ne peuvent pas prédire ce qui va se passer. En résolvant le pèlerinage, d'une manière ou d'une autre, les IA pourraient avoir accès à l'intelligence ultime et fabriquer le... En fait, j'ai l'impression que justement, ils sont terrifiés du cybride de John Keats parce que ils ont aucun moyen de prévoir ce qui va se passer une fois les pèlerins sur Hyperion. Et ce qui va se passer autour d'Hyperion, etc. Oui. On apprend aussi que les IA sont en contact avec les extros. Oui. Et que potentiellement, ils ont fourni en équipement les extros pour mener la guerre contre les humains. Donc possiblement dans la faction qui veut détruire l'unité d'ailleurs, je sais pas. C'est possible. Et on apprend aussi que l'hégémonie est au courant que les IA complotent contre elle, est au courant aussi de trucs qu'elle avait souvent, donc on voit que là on arrive sur un jeu politique beaucoup plus complexe, que c'est plus simplement une quête personnelle, mais qu'en fait il y a toutes les factions de la galaxie qui ont un enjeu autour d'Hyperion. Donc cette pèlerin, ils vont en fait résoudre le conflit galactique. Sachant aussi que c'est le grand développement d'un personnage qui était introduit au tout début par le consul, au tout début du livre. Le personnage de Maina Gladstone, qui est comparé à Abraham Lincoln et Churchill et ce genre de grands leaders. Qui est la présidente de l'hégémonie. Exactement. Et donc, et comme le père de Bronn Lamia était un politicien qui voulait intégrer Hyperion à l'hégémonie, et il s'est apparemment suicidé, et c'était un grand ami de Maina Gladstone, et donc Bronn Lamia a des conversations avec Maina Gladstone qui permettent aussi de développer tout le côté politique de l'hégémonie. C'est l'histoire, je trouve, qui a le plus de révélations sur l'univers, etc. Mais tu disais, c'est celle qui est le plus proche d'une fable traditionnelle de SF. Même si, du genre cyber, c'est vraiment une fable cyberpunk, ouais. Je trouve que dans le traitement très incarné des IA, ça se détache un peu de ce qu'on a habituellement. Et j'aime beaucoup le personnage aussi de Bronn Lamia, qui est la détective musclée, qui est aussi un des personnages les plus débrouillards et malins du groupe, de mon côté. Ouais, qui en fait est complètement un cliché du détective du roman noir, mais les rôles sont inversés. C'est une femme. C'est une femme, et le personnage en détresse est un homme. Poète, sensible et... Bon, on passe complètement en zone spoiler parce que la dernière histoire, celle du consul, c'est bourré de... Et le consul, quand on dit, c'est un peu le personnage principal du livre. Même si ça commence de manière complètement, un peu comme l'histoire de Hoyts, où on comprend pas trop où ça va, le tout début de l'histoire du consul. Ouais. Et ça, il commence par jouer un enregistrement d'un personnage qui ne présente pas. Sachant qu'il y a une narration de temps, un petit peu, où les événements sont pas dans le bon ordre. Ouais, c'est raconté de manière non linéaire. Où c'est du coup donc The Speller, mais c'est le grand-père. Son grand-père ou son arrière-grand-père, je sais plus. Qui était un pilote de l'hégémonie. Je sais plus. Qui arrive du coup sur la planète d'Alliance Moly. Alliance Moly, ouais. Qui est un peu un paradis naturel, aquatique, une planète avec des mers immenses, des dauphins, etc. Ouais, donc, les îles où vous avez envie de faire du tourisme, quoi, c'est ce genre d'image-là qui vous vient en tête. Sauf que c'est une planète purement naturelle, avec sa propre population qui est très attachée à son écosystème et à ses valeurs. Et au fil et à mesure, donc déjà ce pilote va rencontrer une femme sur cette planète. Au cours de sa première permission. Et en fait, sachant qu'à chaque fois qu'il voyage, il y a une différence de temps. Oui, parce que elle vit sur la planète. Lui, il est dans l'espace en train de construire la porte distance qui va relier cette planète
à l'hégémonie. Quand elle va se rattacher du coup à cet empire. Et donc à chaque fois qu'il rentre sur la planète, il s'est passé quelques semaines, mois pour lui. Ouais, lui c'est tous les 8 ou 9 mois. Ouais, et ouais quelques et elle par contre elle vieillit c'est une décennie à chaque fois qu'elle revient. Ouais, c'est ça. Mais il reste amoureux d'elle et on a encore une romance. Tombe amoureux d'elle, il doit avoir 20 ans et il la voit vieillir en fait à chaque fois. Et il la voit mourir. Enfin même pas parce que quand il revient, ça fait des années qu'elle est morte. C'est vrai. Ça fait 2 ou 3 ans qu'elle est morte. C'est vrai. Il revient à son enterrement. Quand la porte est achevée, déjà. Quand la porte est achevée. Elle s'apprête à être inaugurée et lui il se rend compte qu'elle est morte depuis 2 ou 3 ans. Et donc sachant qu'elle lui avait, ils ont des conversations tous les deux. Ouais. Où elle essaie un peu de lui faire voir la valeur de cette planète qui est pas encore touchée. Oui, c'est assez touchant parce que elle a un peu la figure de sagesse du couple. Mais lui, il y a plusieurs fois où il s'étonne de sa naïveté parce qu'il a jamais quitté sa planète et il comprend pas du tout comment fonctionne le monde au-delà d'Alliance Maui. Et pourtant, c'est quand même elle qui revendique la figure de sagesse humaine. Et il comprend, entre guillemets, tout ce qu'elle essaie de lui enseigner devant sa tombe. Oui. Oui, c'est là vraiment qu'il prend sa décision. Et du coup, il décide de détruire la porte distance. Détruire la porte distance pour que jamais l'hégémonie ne puisse salir Alliance Maui avec ses régiments de touristes et ses exploitations pétrolières. Mais ce qui est beau, c'est qu'il l'a dit lui-même à son amante, que même s'il y avait une révolution séparatiste d'Alliance Maui, l'hégémonie reviendrait pour conquérir la planète au bout de quelques années. Oui, c'est ça. C'est censé prendre 10 ans, mais en fait, je crois qu'ils arrivent au bout de 5, puisque, enfin, ils arrivent plus rapidement que prévu, ils écrasent les rebelles. On comprend que c'est un carnage, et donc, non seulement ils accomplissent tout ce que Syrie craignait, c'est-à-dire, il y a des régiments de touristes, il faut des plateformes pétrolières partout. Ils ruinent l'écosystème, les dauphins meurent tous d'une manière. Les dauphins, ouais, qui sont les derniers dauphins de la galaxie, ils meurent tous. D'ailleurs, c'est mentionné qu'ils se suicident, je crois. T'as un espèce de suicide collectif des dauphins. Ils ont des conversations. En fait, si, ils ont des traducteurs animaliers. Ouais, qui marchent pas très bien, et du coup, on comprend pas trop. On comprend pas trop, mais par exemple, ils demandent, je crois, un dauphin, qu'est-ce qui te manque le plus sur l'ancienne Terre? Et le dauphin dit requin. Un truc comme ça. Ouais, c'est là où je pensais, entre autres, à Cowboy Bebop, parce qu'il y a cette mélancolie de la Terre perdue, qu'on a chez Silenus et chez le consul, mais dans ce récit, qui est un peu cette idée qu'on s'est répandu à travers la galaxie, mais on a perdu notre berceau. Sol aussi, je crois, il a une réflexion là-dessus. Et que du coup, il manque quelque chose à l'humanité. Ouais, ils sont déracinés. Ouais, cette idée de l'humanité déracinée, qui est un peu en exil partout. Ah oui, évidemment avec Sol, avec la planète, toute une planète qui sert de refuge juif, avec la Nouvelle Jérusalem, et même Kassad aussi un peu avec son qui fait partie de réfugiés palestiniens du futur. C'est un peu c'est un des thèmes traversants du livre, je trouve, c'est une espèce de mélancolie du Havre terrestre. Ouais, avec des personnages beaucoup de personnages qui voient en l'hégémonie quelque chose de corrompu et qui doit s'arrêter. Même si c'est le récit du consul qui nous a un peu achevé tout ça et nous faire prendre conscience que les extros ils sont peut-être pas si méchants et les l'hégémonie ils sont peut-être pas si gentils. Oui. Alors du coup, spoiler, parce que du coup le consul c'est le petit-fils de ce rebelle. Ouais. Qui a fait cette révolution inutile et grandiose pour sauver Alliance Maui, qui a échoué. Et donc le consul devient diplomate pour l'hégémonie, tout en gardant ses souvenirs d'Alliance Maui et de cette planète détruite. Et donc il va, après des décennies de bons et loyaux services, il va être désigné comme ambassadeur pour les extros, je crois. Ouais, il va être d'abord il va être ambassadeur auprès des mondes qui veulent rentrer dans l'hégémonie. Oui, où il va ruiner quantité de mondes comme Alliance Maui a été ruiné. Ouais, c'est ça, il va devenir une sorte de collabo et reproduire ce qu'il a vécu sur sa planète. En fait, il va même presque prendre plaisir
ruiner tous les écosystèmes, à écraser toutes les... Je sais pas si je crois qu'au contraire, ils subissent ça de manière très résolue. Ouais, mais en fait, c'est bizarre, il accepte volontiers de vivre ça, et ça le fait énormément souffrir. Oui. Je pense qu'il est vraiment plus résolu et il a abandonné, entre guillemets. Il explique comment est-ce que il a participé à l'extermination de telle espèce autochtone. Il dit aussi, il y a un passage assez intéressant où il dit: si l'humanité n'a jamais rencontré d'autres espèces intelligentes que les extros, c'est parce qu'en fait l'hégémonie a supprimé tout ce qui pourrait s'apparenter à une espèce intelligente. À chaque fois qu'il rencontrait une espèce qui avait un potentiel d'être, de rivaliser ou de s'approcher des humains en termes d'intelligence, elle les massacrait pour leur profit. Je crois qu'une espèce insectoïde un peu, qui a une manière de communiquer et de vivre extrêmement particulière, et une intelligence très différente des humains, qui vont se faire massacrer pour pour certaines parties de leur corps ou je sais plus quoi. Ouais, je vois. J'ai plus les exemples en tête, mais à chaque fois ils vont se servir de leur peau pour faire je sais pas quelle technologie. Et donc il arrive sur Brescia, je crois. Et ouais, il va être mis en contact avec les extros, et là il va saisir sa chance de se venger, vraiment ce qu'il attend depuis tout petit. Et il va être une sorte d'agent double. En fait, l'hégémonie et les extros se sont un peu mis d'accord tacitement pour déclencher les hostilités sur Brescia. Et donc c'est lui qui va mettre en place le conflit sur Brescia auquel participe Lucassad. Il va perdre sa famille sur Brescia. Ouais, suite à un conflit logistique, il devait être rapatrié juste avant le début du conflit. Et en fait, sa femme et son enfant vont mourir dans les premiers bombardements. Il y a beaucoup d'accidents stupides comme ça, qui causent la mort de certains personnages. Par exemple, sa femme va visiter sa famille après des décennies sur la Nouvelle-Jérusalem, et elle meurt dans un accident débile de glisseur. De voiture. Ouais, alors qu'on précise que ça fait 10 ans qu'il n'y a plus eu d'accident comme ça dans toute la galaxie. Et donc il y a la même chose avec ces petite erreur logistique anecdotique qui cause la mort de la famille du consul. Ouais, c'est un peu le destin, quoi, justement. Ouais, qui joue aussi avec le pouvoir de prédiction des IA, etc. Ou même le Grinch aussi, où il y a un côté prophétie avec la figure du Grinch. Donc rapidement, à partir de Brescia, le consul, alors il va continuer à jouer son rôle d'agent double, et il va chercher à la fois cacher aux extros, il va jouer en fait c'est même un agent triple, parce que non seulement il fait croire aux extros qu'il est de leur côté, il fait croire à l'hégémonie qu'il est de leur côté, mais en fait il travaille à son compte parce que son but c'est de provoquer la guerre totale entre les extros et pour détruire l'hégémonie qui a ruiné sa planète. Voilà. Et sauf qu'en fait on comprend que c'est Cassad ou Lamia, je sais plus, qui fait comprendre qu'en fait probablement tout le monde est au courant, donc en fait sa vengeance est complètement vaine. Oui, il y a cette mention que comme les IA existent et peuvent prévoir énormément de choses, même c'est confirmé par Mena Gladstone plus tard qu'elle savait très bien que le consul allait trahir, où ils disent en fait tu t'es déjà dit qu'on avait probablement compris que t'allais faire ça et qu'on t'a laissé faire, et que t'avais pas été proactif dans ça, et que t'as juste perpétué quelque chose qui a été autorisé par quelqu'un d'autre pour leur propre dessin, quoi. Mais ça reste ultra impactant, je trouve, cette histoire. Ouais. On l'a un peu on l'a résumé si vite. Moi c'est ma préférée avec celle de Saul. Je trouve que c'est les deux histoires un peu émouvantes. Ouais, moi avec celle de Brandon Lamia, c'est vraiment ce côté consul qui est un peu une figure tragique, où il y a quand même, on est passé très vite dessus en faisant un peu tomber ça à plat, mais sur le moment, sa vengeance, sa trahison des deux camps, où on sent qu'il souffre en fait à tout instant de sa vie, à chaque étape, il fait des choses qu'il ne veut pas faire et qui font énormément souffrir. Notamment, il passe énormément de temps avec les extros sur la planète. Oui, il décrit à quel point leur mode de vie est beau et en adéquation en fait avec leur niveau d'avancement technologique, et à quel point l'hégémonie, au contraire, est une aberration, parce qu'on vit comme au XXe siècle, alors que l'humanité devrait être tellement plus par rapport à sa position dans l'espace en tant que civilisation. Ouais. Mais pourtant, malgré son respect pour les extros, ils vont arriver sur Hyperion avec un groupe d'extros au tombeau du temps. Alors, je crois je sais plus c'était quoi l'objectif des extros. C'est ouvrir les tombeaux du temps à un moment précis.
Ils veulent l'ouvrir ultérieurement pour que ça coïncide avec un autre événement. Pour impacter les Xenopus, et le consul se retourne contre le groupe d'extra avec lequel il les tue. Il mentionne que ça lui déchire le cœur parce que c'était ses amis, basiquement. Il avait vécu avec eux, etc. S'était rapproché d'eux. Il le voyait comme un frère, ces extras, un peu. Et il va donc activer le dispositif que les extras avaient pour éroder les tombeaux du temps et les activer en avance. Et donc ouvrir immédiatement. Et donc en fait, tous les événements qui se déroulent sur Hyperion et qu'on voit à travers le livre, en fait c'est de son fait. C'est lui qui a enclenché, qui est à l'origine de tous les événements qui sont encore dans le bouquin. C'est plus ou moins lui, même si on comprend que c'est aussi ce qu'ont voulu d'autres factions supérieures. Mais... Et du coup, sa grande trahison, c'est de libérer le Gritch au moment où l'hégémonie et les extros rentrent en conflit sur cette planète pour causer le plus de dégâts possible. Il fait ça pas de gaieté de cœur, vraiment, il est déprimé, il est alcoolique. C'est sa vengeance, quoi. C'est son barreau d'honneur. Ouais, après avoir servi toute une vie. C'est bizarre. En fait, il s'est résolu à accomplir les pires atrocités dans l'espoir d'avoir sa vengeance un jour. Et mais c'est un peu, saboté entre guillemets par le fait que Maynard Gladstone, les IA, etc. avaient prévu cette trahison. Et pas les IA, mais surtout Maynard Gladstone qui avait. Ouais. Les IA sont un peu décorrélés. En termes de parallèle, ça serait un peu comme comment elle s'appelle, Thorfinn dans Vinland Saga. Oui. Non, du coup, son père. Pas son père. Son fils. J'ai oublié comment il s'appelait. Thorfinn, c'est le personnage principal. Et c'est... Thorfinn et Askeladd. Askeladd, c'est ouais, Thorfinn qui va suivre la bande d'Askeladd pour tuer nombre d'innocents dans l'espoir de pouvoir sa vengeance d'Askeladd. Il y a un peu cette même... non, moi, justement, je trouve qu'il ressemble plus à Askeladd, dans le sens où Askeladd, c'est dans l'histoire de... Ah oui, je vois, ok, je vois ce que tu veux dire. Dans l'histoire, il vient du pays de Galles, qui a été envahi par des Vikings. Oui. Et donc il va se faire élever par des Vikings et s'intégrer au mode de vie des Vikings. Tout ça pour essayer de sauver sa patrie qui a été mise en esclavage. Et à la toute fin, il va tuer le roi viking qui opprime le pays de Galles pour en sacrifiant et en passant pour un fou pour mettre sur le trône le gamin là, comment il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, mais un autre roi qui va Canute, voilà, il va mettre sur le trône le roi Canute pour préserver le pays de Galles en sacrifiant. Et il y a un peu ce côté-là où Askeladd déteste les Vikings alors qu'il travaille avec eux, qu'il les prend pour des barbares sauvages et des bêtes porcs. Et il travaille quand même avec eux juste pour sa vengeance finale. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle avec le consul. D'ailleurs, mais même le récit de Ciri et de son amour est vraiment bien. En fait, même s'il n'y avait pas la conclusion du consul, ce récit-là, il serait pas mal aussi. C'est vrai. Le seul récit qui est un peu en double nouvelle. Et du coup, ça conclut l'histoire de la carotte de qui est l'espion au début du livre, où en fait c'est très bien foutu parce que tu ne te dis pas comme c'est le consul qui mentionne en premier qu'il y a un espion dans le groupe, tu ne te poses pas de la question que si c'est le consul ou pas. Et en fait, à la fin, il y a rien qui contredit le fait que ce soit l'espion au fil du livre, et je trouve que c'est très bien amené. Et ça rejoint très bien, c'est une histoire qui raconte, etc. Faut spoiler toutes les autres histoires. Ouais. S'il y en a sur lesquelles tu veux revenir, peut-être. La fin du père Hoyt et de Paul Duray, où quand même qui va très loin dans l'horreur Lovecraftienne. Donc Paul Duray va découvrir que les Lycoras y vénèrent le Gritch. Ils ont des cruciformes rattachés à leur corps qui les rendent immortels. C'est pour ça qu'ils sont du coup 70 ou 50, je ne sais plus. Oui, parce qu'en fait c'est des naufragés dans un crash du crash d'un vaisseau. En fait ça fait 400 ans que c'est les mêmes types qui sont écrasés du vaisseau, qui sont ressuscités en boucle par leur cruciforme. Ouais, il n'y a pas de reproduction que ce soit, et ils servent le cruciforme, ils sont ressuscités en boucle. Et à un moment, en fait, s'ils sont aussi stupides, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils ressuscitent, ils perdent un peu de leur faculté. Oui, ils sont vraiment décrits comme des indigènes un peu. D'où le côté horrifique, parce qu'ils sont pas vraiment immortels, mais en fait, ils sont immortels, mais ils se dégradent, donc ils sont condamnés à l'immortalité. Et à un moment, il y a un des Lycoras qui
qui se fait endommager au point de pas pouvoir se faire ressusciter par le crucifix. Ouais. Et donc Paul Duret, qui est en train de devenir complètement fou dans cette tribu parce que c'est absolument horrible, se dit enfin ils vont plus être 50, il va enfin avoir une vraie mort naturelle dans cette tribu. Et en fait non, juste ils prennent le crucifix du Bikuras qu'on ne peut pas ressusciter, ils le mettent sur un autre Bikuras, et du coup quand ce Bikuras va mourir, il y a 2 Bikuras qui vont sortir. Ouais, ressuscité 2 fois. Et du coup il y a tout le quiproquo sur le catholicisme avec cette il pense qu'il sert le cruciforme lui aussi, alors qu'il est catholique. Et quand ils se rendent compte qu'il est pas comme eux, ils s'apprêtent à le tuer, mais Paul Duret arrive à les convaincre que non, je sers la croix. Et en fait, ils vont l'amener dans le temple du Gritch. Il va rencontrer le Gritch, c'est là où on le voit pour la première fois. Donc, Gritch qui est un monstre de fer hérissé de piques avec des yeux rouges, qui manipule le temps, qui est lié à une espèce d'arbre aussi dont on parle également. L'arbre à pointe du Gritch où il met ses victimes dessus pour qu'elles souffrent éternellement. Pour vous le représenter, c'est juste une sorte de gros monstre métallique hérissé de lames avec des yeux rouges. C'est un peu flou. Il y a pas mal d'illustrations de lui qui traînent sur internet qui sont, je trouve, jamais vraiment justes. Oui, bah ça rend pas forcément service. Et oui, il obéit pas aux règles du temps. Il peut manipuler le temps. On a l'impression qu'il se téléporte, qu'il peut être dans plusieurs endroits à la fois. On se pose des questions qui est possible en plusieurs Gritch, parce qu'il peut massacrer des personnes à différents endroits. C'est vraiment cataclysmique comme être. Mais du coup, quand il rencontre Paul Duret, Paul Duret se fait insérer ce crucifix. Il a comme objectif de s'en débarrasser parce qu'il ne veut pas avoir le même sort que les Bikuras. Oui, parce que pour lui, en plus, en tant que catholique, il perd pas seulement ses facultés intellectuelles, il a cité, il a l'impression de perdre son âme si jamais il doit rester. Pour lui, c'est vraiment c'est l'ultime blasphème, c'est la vie sans âme. Ouais, c'est auquel il serait condamné. Un blasphème de la sacralité, etc. Et donc il va réussir à s'échapper et et là on entend, et donc du coup c'est à ce moment-là du coup que le père Reutz part à sa recherche pour essayer de retrouver Paul Duret, et qui retrouve du coup son journal. Et en fait quand il retrouve Paul Duret, ou du coup dans le journal c'est juste expliqué qu'il s'est enfui dans la forêt aux arbres Tesla, la forêt de flammes. Et en fait quand l'équipe de père Reutz retrouve Paul Duret, en fait, il s'est attaché lui-même à un arbre Tesla. Il s'est crucifié à un arbre. Il s'est crucifié à un arbre Tesla. Parce qu'il a découvert que le crucifix détestait la douleur. Et donc, il s'est crucifié même à cet arbre Tesla. Il se fait électrocuter, enfin, brûler en boucle. Et on se dit donc qu'il va peut-être finir par détruire le crucifix. Et quand il le retrouve, il reste basiquement plus que des nerfs rattachés au crucifix. Enfin, il y aurait plus qu'un réseau de nerfs rattachés au crucifix. Avec son squelette, etc. Et donc Père Reutz retire le crucifix, et là ils se rendent compte que Paul Duret était encore en vie parce qu'il a un dernier sursaut de vie où il dit merci avant de mourir, et c'est là que finit l'histoire du Père Reutz. Sauf que le consul, ensuite quand ils sont censés partir pour Hyperion, du coup depuis le vaisseau arbre, le Père Reutz n'est pas là, le consul revient, le Père Reutz est en souffrance, en train de souffrir horriblement, et c'est là qu'on a le dernier bout d'histoire du Père Reutz, qu'il dit au consul. C'est que le Père Reutz s'était fait capturer par les Bikuras, et on lui avait implanté non seulement un cruciforme, mais le cruciforme aussi de Paul Duret. Et donc il a le vœu du Père. Chaque personnage aussi a un vœu pour le Gretsch. Oui. Parce qu'il y a la légende du Gretsch qui peut accomplir des vœux. Et donc le Père Reutz veut juste être libéré du crucifix et libérer aussi Paul Duret, qu'il l'estime énormément, qui est un peu son précepteur et son mentor. Il veut libérer tous les deux de ce crucifix et mourir d'une vraie mort. Basiquement ça. Ouais. Je pense sur l'aspect le fait que, je crois qu'il estime à 9 ans le temps que le Père Duret passe crucifié sur un arbre à mourir en boucle. C'est vraiment très chute de nouvelles horrifique sur Lovecraftien, je trouve. Ouais, avec le fait qu'il vit encore dans le corps de quelqu'un d'autre. Avec la fin où tu penses que c'est une bonne fin et puis c'est révélé qu'en fait non, encore pire. T'as une autre personne qui est embarquée dans le même. Ça c'est assez marquant. Sinon, à part ça, la nouvelle est peut-être la moins mémorable de toutes. C'est une bonne introduction au Gritch, et c'est la nouvelle qui fait vraiment le plus nouvelle. C'est vraiment, ça commence lentement, la chute est extrêmement impactante.
Mais c'est... La forme de journal peut être un peu rebutante, je pense. Il y a tout un côté... Je pense que ceux qui lâchent le livre lâchent à ce moment-là. Ouais, lâchent au milieu de l'histoire, ouais. Il y a aussi un côté étude des biquerasses de Paul Duret, qui les étudie un peu en anthropologie, qui encore une fois, il y a plein d'érudits, où on voit un peu que l'auteur veut montrer qu'il est prof d'université. Ouais. Et Cassad, rapidement, en fait, après avoir massacré tous les extras sur Hyperion, il va avoir une dernière baise avec Moneta, son amante par-delà le temps et l'espace. Et en fait, au moment du coït, parce que c'est vraiment ça, Moneta se transforme en Gritch. Et manque de le tuer. Et donc, avec le vagin en lame qui se refait. Oui, qui manque de lui couper le gland, je crois, c'est vraiment... Un délire comme ça. C'est mot pour mot ce qui est écrit, je n'en entends rien. Je me défends de... Et donc là, la relation de Cassad avec le Gritch, c'est qu'il veut, enfin, déjà il veut comprendre ce que Moneta est par rapport au Gritch, et il veut ensuite la tuer ou tuer le Gritch. Ouais, il dit qu'il veut les tuer tous les deux. Donc c'est pas clair, est-ce que Moneta est le Gritch? Est-ce qu'il y a deux Gritch? Est-ce que... On sait pas. Sol, donc lui il veut juste sauver sa fille. Oui, je crois qu'on m'a raconté de toute façon, il va sur Hyperion avec sa fille alors qu'il reste quelques jours avant sa naissance. Il n'y a pas spécialement de mystère. On croise aussi le petit copain de Rachel, je crois, sur la planète. Ou alors c'est... Le petit copain de Rachel, qui est l'archéologue qui était avec elle, a un rôle. Parce qu'il essaie aussi, je crois, d'aller sur Hyperion pour enquêter. Ouais, si, il y retourne après que Rachel soit tombée malade, mais bon, dans le premier livre... Ah oui, c'est dans le deuxième, je crois. Mais en tout cas, Rachel a un petit copain et il a aussi un impact sur l'histoire. Donc du coup, c'est juste pour revenir sur Rachel, mais je trouve ça vraiment terrible. Oui. Le fait qu'elle oublie tout. Il y a plusieurs passages. Il y a notamment une des premières séparations qu'elle fait, c'est avec son petit copain parce que elle oublie. Ouais, donc elle raconte que tous les matins, elle se réveille à côté d'un étranger. Et en fait, elle recommence à tomber amoureuse de lui qu'au moment de se coucher, qu'une fois la journée passée, qu'elle a à nouveau repris ses notes, et qu'en fait, elle aussi, elle passe son temps à vivre avec un étranger qu'elle oublie toutes les nuits. Dans le même genre, il y a quand elle demande à son père d'effacer toutes les notes qu'elle a prises de son passé, parce que c'est trop dur pour elle quand elle se lève tous les matins de réaliser dans quel mensonge elle vit et de réapprendre qui elle a été avant tout oublier. Il y a aussi même l'impact sur la famille autour d'elle est horrible. Enfin, c'est Alzheimer x 1000 entre guillemets en termes d'impact émotionnel. Il y a un peu ce côté Alzheimer, mais un enfant qui aurait Alzheimer, quoi. Et aussi le fait qu'elle perde petit à petit ses connaissances. C'était une étudiante brillante et une archéologiste exceptionnelle, et elle perd tout ça au fil des années. Elle retourne dans l'adolescence, puis dans l'enfance. Ouais, et en fait, genre, quand elle est enfant, du coup, elle va jouer avec les enfants de ses amis, en fait. Oui. Parce qu'il y a des trucs aussi. Il y a son père, par exemple, qui cherche à se souvenir quand elle a appris à lire et à compter, pour savoir quand est-ce qu'elle s'en souviendra plus. Oui. Ou même à marcher, ou ce genre de choses. Et son petit copain, à un moment, qui revient et qui voit du coup son amante dont il est amoureux, mais elle a 15 ans. C'est du coup qui est cœur brisé. C'est assez déchirant. Peut-être un peu de tire-larme, mais en vrai non, c'est assez juste. C'est très juste et c'est pas mélodramatique comme histoire, mais ça reste très impactant. C'est vrai que c'est très bien fait. Et c'est l'histoire du livre qui est le moins sensationnel au niveau de l'action ou des concepts, etc. machin. Mais juste il y a un concept, le concept SF de rajeunir à l'envers qu'elle a, et tous les impacts émotionnels qu'il y avait avec les familiaux, etc., avec aussi les thèses de Sol sur ce qui peut peut-être le rendre difficile à lire. Aussi, tous les passages où Sol communique avec son dieu fictif, il s'imagine parler à Dieu. Qui est peut-être le Gritch, du coup, on sait pas. Où il argumente avec lui. Il y a un côté très théologique dans cette histoire-là. La fin de Sélénus aussi. Ah oui, pardon, Sélénus, ouais. Qui essaye à tout prix de finir ses cantos sur la planète Hyperion, où petit à petit tous les habitants sont massacrés par le Gritch. Ouais, soit ils partent, soit ils sont tués. Le roi Billy part avec les derniers survivants. Et en fait, les massacres continuent. Alors qu'il s'apprête à achever les cantos, Sélénus, en fait, Billy revient.
revient et tente de brûler les Cantos parce que, un peu devenu fou, il est convaincu que c'est Silenus qui invoque le glitch pour tuer tout le monde. C'est plus Silenus qui est décrit comme fou et Billy comme... Ouais. Billy veut détruire les Cantos parce qu'il Oui. pense que c'est ce qui permet au glitch de se manifester. Oui. Il pense que oui. Comme la relation avec Silenus, du coup, c'est que le glitch il s'amuse, qui l'inspire et qui est en train de lui permettre d'écrire son plus grand chef-d'œuvre. Et donc, oui, Billy se ramène, essaie de brûler les Cantos. Ils se font attaquer par le Gritch. Et le Gritch tue Billy le Triste, qui était le grand ami de Silenus et son mécène. Et donc Silenus va contre sa nature d'artiste à tout prix pour brûler son chef-d'œuvre et son magnum opus, ce qui fait disparaître le Gritch. Et on a un peu une double motivation, c'est pas très clair avec Silenus, où d'un côté il se présente comme quoi il veut finir son grand poème, son magnum opus en retournant voir sa muse pour le pèlerinage. Mais en même temps, il y a un petit passage émotionnel à la fin du livre. Il est complètement alcoolisé et il dit c'est sous-entendu qu'il veut sauver Billy le Triste parce que qu'ils sont extrêmement coupables que Billy soit mort. Oui, puis c'est son seul ami aussi. Voilà, c'était son seul ami et donc il veut le remplacer. Enfin, qu'il veut mourir à sa place. Il veut réécrire l'histoire des Cantos. En fait, je crois qu'il dit qu'il veut réécrire son magnum opus et les histoires des Cantos, mais en réécrivant l'histoire qui s'est passée pour que Billy survive et que lui meure. Quelque chose comme ça. Oui, t'as tout un truc méta, comme quoi Silenus écrit l'histoire, avec aussi les Cantos d'Hyperion, c'est le nom du livre lui-même. C'est un peu mixé, tout ça. Beaucoup aimé, quand même. J'ai pas aimé le personnage de Silenus cassé en couleur et l'histoire. Ouais, c'est agréable à lire. C'est très théâtral, il y a beaucoup d'emphase. Même le délire avec les détrices, en fait, le moment où j'étais mort de rire. Quand il dit, quand il ramène son deuxième chef-d'œuvre et qu'elle est là, c'est magnifique. Ça tombera pas. Oui, c'est vraiment, avec je pense aussi peut-être une personnalité. En plus, elle est habillée à chaque fois qu'il la voit, elle est habillée dans un style complètement loufoque et différent. C'est un peu la diva de l'édition. Mais, je pense qu'il y a peut-être vue personnelle de l'auteur sur le monde de l'édition qui perce à travers, c'est un de ses premiers romans. C'était pas le premier, mais je sais pas à quel point ça fait écho à ce qu'il a pu vivre, Simmons. Et l'histoire de Brandamia. Alors, ils parviennent à négocier un pèlerinage sur l'Hyperion pour elle et John Keats. Mais ils sont attaqués par différentes factions, que ce soit les IA ou l'hégémonie. Et en fait, dans l'altercation, John Keats va mourir. Le cybride de John Keats. Le cybride de John Keats. Parce que aussi, c'est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il s'estime pas être John Keats. Il a un gros complexe, enfin, un peu syndrome de l'imposteur où, par exemple, il est incapable d'écrire de la poésie. Il s'estime comme un raté, comme absolument pas ce grand poète. Sauf, vers la fin, en fait, plus il se rapproche du mythe d'Hyperion et plus il tombe amoureux de Lamia, et plus il parvient à communier avec le vrai John Keats. Il parvient à faire de la poésie, il a des souvenirs de la vie de John Keats qui lui reviennent de manière un peu vivace. Notamment par exemple, quand il meurt, il confond Lamia et Fanny qui est la femme dont le vrai John Keats est amoureux. Aussi, il y a des références de partout. Par exemple, je sais pas si c'était mentionné dans le premier, mais il y a un certain Leg Hunt qui était avec qui est l'assistant de Mena Gladstone, qui était, je crois, un des amis ou l'éditeur, je sais plus, de John Keats à l'époque. Enfin, c'est bourré de références à ça. Mais si vous aimez bien un peu la figure de poète maudit, John Keats, c'est quelqu'un, parce qu'il est mort à 26 ans, temps de la syphilis, tout seul en Italie, avec un seul ami qu'il n'avait pas abandonné, loin de Fanny, la femme qu'il aimait, parce qu'elle l'avait rejeté. Et donc, il meurt, mais il avait transmis avant sa conscience dans une puce, qu'il va donner à Lamia. Donc Lamia qui va avoir du coup sa puce à l'arrière du crâne avec la conscience de John Keats, du cybride de John Keats, qu'elle va ramener sur Hyperion. Et en plus de ça, elle est enceinte. Oui, c'est vrai. C'est ça la grande révélation au final, j'ai oublié. Mais oui, c'est vrai, elle est enceinte du Nia. Alors c'est vrai. Et donc c'est Nus qui se
à un moment, ils ont une discussion sur est-ce qu'ils peuvent entreprendre le pèlerinage s'ils sont que 6 sans Etmasten, du coup, qui est parti. Oui. Et Silenus éclate de rire en disant mais on est bien plus que 7. Regardez, le père Reut, c'est le crucifix de Paul Duré. Sol a sa fille Rachel qui va mourir de sa naissance dans quelques jours. Et Bronamia a non seulement la puce de John Keats dans le crâne, mais est en plus enceinte de son enfant. Donc ils sont une dizaine. Il y a potentiellement une dizaine de consciences dans le pèlerinage au final. Et ou même tu pourrais dire les souvenirs aussi de Ciri avec ce que transporte oui, le consul. Vrai. Enfin, il y a un bagage qui ramène tous dans ce pèlerinage pour voir le Gretsch. Il y a toute la question de la mémoire, en fait, juste ne serait-ce que dans la forme, on fait que des gens qui se racontent l'histoire. Le temps. Oui. Bah, Moneta, d'ailleurs, ça vient des mémoires. Oui, c'est vrai. Ça fait partie des... C'est peut-être pour ça qu'on va être sur un grand livre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de grands thèmes. Il y a tellement de thèmes. Il y a, de toute l'exploration du concept de temps, le concept des IA qui est beaucoup développé, la colonisation, l'imaginaire futuriste, etc. La notion de divinité et de religion et théologie, l'art avec Sinus aussi. Enfin, un peu, même si c'est plus léger dans l'autre angle, le rapport à l'altérité avec les extros, même si ça n'arrive que vers la fin. Vraiment, on comprend ce que sont les extros. Et dans une dimension plus mystique avec le Gritch. C'est embourré de grandes réflexions, quoi. C'est impressionnant et encore une fois, c'est dans l'histoire elle-même, il se passe rien. Techniquement, c'est terme technique, c'est que d'exposition de ce qui s'est passé avant pour les personnages. Et ça arrive quand même à être un livre assez vraiment passionnant et impactant. Et c'est un peu un miracle. Ça devrait pas être un bon livre, en fait. Mais je pense que ça se tient au détail, le fait d'avoir rattaché ça dans ce mini voyage avec des moments entre les deux, l'appât de l'espion avec le consul, l'introduction petit à petit, d'abord avec le Gritch comme figure très Lovecraftienne mythique, etc. Puis petit à petit on commence à explorer le monde dans son entièreté, l'hégémonie, comment ça fonctionne, avec des histoires très personnelles de chacun des pèlerins, beaucoup de mystères, où on se pose énormément de questions sur les objectifs de chacun et de la signification de tout ce qui est en train de se passer sur Hyperion, les références. Vraiment, c'est très 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 riche. C'est le livre de science-fiction le plus riche que j'ai lu, je pense. Ouais, ça fait partie de ces bouquins qui ont la prétention, et sans doute à juste titre, d'être plus que de la SF ou Ça se veut un classique. Ouais, ça se veut être un classique. Et ça y réussit plutôt bien. C'est vraiment impressionnant le travail derrière, même pour créer tout un univers aussi travaillé et détaillé. Si rapidement tourner sur l'univers. Moi, il y a un truc qui tient peut-être au fait que le livre a été écrit dans les années 90, qui est vraiment en détail, mais c'est les échelles et les chiffres utilisés. C'est tout petit. Je sais pas si la Tau-Ceti centrale, la planète, par exemple, centrale de l'hégémonie, donc ils veulent un peu être l'hégémonie que Coruscant est la République de Star Wars, par exemple. Donc une sorte de cité-monde. C'est 5 milliards d'habitants. Et l'hégémonie, c'est peut-être 100 milliards d'habitants, parce que là, il y a le chiffre qui parle en jeu. Par exemple, la guerre sur Brescia, c'est quelques dizaines, quelques centaines de milliers de victimes. De milliers? Quelques centaines de milliers, je crois, maximum. Ça se compte jamais en millions. Hyperion, la population, c'est quelques centaines de milliers d'habitants. Et en fait, on est tout le temps sur des échelles toutes petites. Et ça m'a un peu fait rire par rapport à l'échelle galactique. Oui, il y a entre 200 et 300 planètes dans l'hégémonie. Et en fait, les échelles humaines sont toutes petites. Il y a très peu de grands bâtiments. Peut-être les temples, mais les villes sont toutes petites. Ouais, il y a un rapport d'échelle qui dénote un petit peu, je trouve, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de science-fiction. Ça joue peut-être sur l'idée d'une humanité qui est trop étendue, sur une envergure trop grande. Genre sur Alliance Maui, je suis même pas sûr qu'ils soient 1 million. Où vraiment ils sont, au lieu d'avoir une grande population sur le berceau de leur civilisation, c'est plein de
une multitude de petites diasporas qui sont étendues un peu partout, quoi. Ça donne vraiment un côté old school Aussi, par rapport à oui, ce qu'on aussi. peut voir pendant dans l'imaginaire collectif, quoi. Une grande ville en SF, c'est Tokyo, quoi. Nous, on connaît des villes à 50 millions d'habitants, donc une ville-monde, pour nous, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'habitants. On voit que c'est pas l'échelle qui est abordée dans ce livre. Aussi, c'est assez drôle parce que sur le côté, ça se voit un classique aussi où ça, au lieu d'être un genre très spécifique de science-fiction, ça touche à absolument tout ce que tu pourrais faire dans de la science-fiction. Autant le côté mythique, cosmique, un peu horrifique, le côté roman noir, les explorations de civilisation, le côté space opéra, bataille galactique. Oui, c'est un peu comme si Dan Simmons s'était dit, bon, attends, ça je peux le faire, ça je peux le faire, ça je peux le faire, bah je vais tout faire en une fois. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Je vais prendre vos 10 grands classiques là, et moi je vais les faire en un seul livre. C'est assez impressionnant. Et puis oui, ça va de l'histoire à petite échelle à la Soul, une espèce de thriller politique à ultra influent du consul. C'est ou les batailles de Cassad qui est un énorme Tchad. Hein. En fait, Tchad, ouais, bah un militaire de Rambo, quoi. Je sais pas si tu te souviens le moment où alors tout le côté musulman est un peu particulier dans le livre avec le second prophète et le djihad de l'espace. Ouais, il y a un petit passage sur des intégristes musulmans qui prennent le contrôle d'une planète, qui veulent imposer la charia sur toute une planète. Avec Cassad qui envoie des attaques de drones spécifiques sur chacun. Oui, ce qui est étrange, c'est un livre qui a été écrit dans les années 90, hein, donc il n'y avait pas encore eu tous les grands conflits dans le monde musulman. Ouais, mais je crois que il y a un truc où il fait une attaque satellite, mais ciblée sur chaque personne. Oui, il pirate tout le système satellite militaire de la planète, et il vise tous les prophètes de la planète. Il dit, bon, bah, il y en a quelques-uns qui vont manquer, mais on va réussir à en avoir la plupart. Au moment où il y a un discours... Et il joue avec le fanatisme des insurgés en leur disant, bah, oui, vos prophètes, leurs têtes viennent d'exploser, c'est le châtiment divin. Vous n'avez pas suivi la vraie foi. Parce que, ouais, lui aussi, musulman. Et aussi, ça aurait été... Même si c'est beaucoup plus léger. Oui. Bah, de toute façon, on nous dit, il est musulman et c'est tout, quoi. Oui, il a ses expressions aussi, par exemple, il dit pas, quand il est en train de chuter, sur Hyperion, il dit, genre, par là, un truc comme ça. Ah, ouais. En fait, les religions des personnages sont pas explorées en détail, mais ça fait partie vraiment intégrale de leur bagage culturel. Où, ils ont chacun leur référence à ce niveau-là, ils ont aussi du coup des points de vue différents sur les Breach. C'est vrai qu'il y a l'histoire de second djihad qui a été menée dans le temps de l'ancienne terre. Mais c'est pas si choquant que ça dans le livre, parce que si on se remet un peu en perspective, Frank Herbert le fait aussi dans Dune, de parler de djihad. C'est vrai. Donc c'est pas forcément un film réactionnaire. Dans un livre de SF. Je l'aurais pas remarqué si la suite de son œuvre était aussi éclataxe à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on parle encore un peu du livre ou est-ce que tu veux enchaîner sur Dan Bon, je pense qu'on a fait un bon tour déjà là. Ouais. Mais encore une fois, c'est vraiment un prologue et le meilleur prologue. Le meilleur prologue, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est pas quelque chose à retenter chez soi. Ouais, c'est masterclass de... Si vous êtes pas écrivain amateur, je pense que vous avez beaucoup de bonnes idées à piocher dans Hyperion, mais n'essayez pas de refaire Hyperion. C'est trop casse-gueule. Ouais, mais quand même c'est extrêmement impressionnant de faire un prologue et d'exposition sur l'histoire de chacun de ces personnages et d'en faire un livre aussi passionnant et intriguant, quoi. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour et on peut parler de l'auteur. Alors, non. Encore une fois, aujourd'hui, on parle de Dan Simmons, et quand on parlera de la chute d'Hyperion, là, on évoquera plus en détail la saga, on tirera la conclusion. Dan Simmons, donc Hyperion, c'est un de ses premiers livres, c'est son 3e, 4e livre, à la base, il est professeur à l'université. Il était il était écrivain en tant que passe-temps, il faisait quelques nouvelles. Et il va être repéré par Harlan Ellison, qui est en France, qui est connu pour être l'auteur de
n'ai pas de bouche, je dois crier. Ouais. En anglais, c'est I have no mouth and I must scream. Qui a été redécouvert récemment, un peu comme nouvelle, qui est devenu très populaire. Bon, c'est un grand auteur américain. Donc, Dan Simmons, dans les années 80, va suivre un cours d'écriture de Harlan Ellison. Ellison, en fait, va être impressionné par le talent de Simmons et va le pousser à se lancer vraiment dans l'écriture en tant qu'auteur. Simmons va sortir quelques livres, notamment le Chant de Cali, je crois, à la fin des années 80. Et rapidement, il va enchaîner sur Hyperion. Dans le premier temps, il va sortir en 89. Et là, ça va être la consécration, quoi. Avec ensuite, ouais, la chute d'Hyperion. Puis il va enchaîner avec Endymion et l'éveil d'Endymion, qui est aussi, je crois, une référence à Jenkins. Oui, ouais. Moi, il va très très vite être connu comme un immense auteur. De la SF. Beaucoup de gens le comparent avec Stephen King, parce qu'ensuite il va se tourner plus vers du policier ou du fantastique. Mais ça va être une des figures centrales de la littérature de genre américaine. Et puis dans les années 2000, il va continuer à écrire, mais il va commencer à avoir un revirement. Il va écrire notamment dans un nouveau diptyque qui s'appelle Ilium et Olympos, quelque chose comme ça. Une sorte de nouvelle grande fresque de SF, mais cette fois teintée d'influences antiques et romaines. Dans lequel il va commencer à distiller des trucs un peu bizarres. Correct. Et tout ça va trouver son apogée en 2011 ou 2013 avec un livre qui s'appelle Flashback et qui va un peu signer la fin de du consensus sur Dan Simmons. Je crois que c'est certainement plus trop vu comme un auteur ni influent ni recommandable au niveau de ses dernières entrées. Et on se rappelle de ses anciens chefs-d'œuvre, mais même chez ceux qui seraient pas gênés par sa politique, je pense que ces nouveaux bouquins sont pas vus de manière très qualitative. Pour resituer, du coup, Dan Simmons, il est politiquement, c'est un républicain, ce qui en soi n'est pas un souci. Mais en fait, il va suivre un peu la trajectoire, peut-être même en avance par rapport au parti républicain. Il va se radicaliser pour être quasiment un Trumpiste avant l'heure, quoi. Les propos qu'il a pu tenir au début des années 2010, en fait, font un peu penser à ce que diraient les fidèles de Donald Trump aujourd'hui. Il va tenir des propos, j'ai plus les dates exactement, mais il a un forum sur lequel il va discuter avec des amis et des fans, sur lequel il va tenir des propos extrêmement racistes. Ça va provoquer un premier tollé, notamment son traducteur français va refuser de travailler à nouveau sur le livre de Dan Simmons. Malgré tout ça, il va continuer à écrire et on va arriver sur le livre Flashback. Alors Flashback, moi j'ai eu l'occasion de le lire parce que je connaissais pas, j'avais déjà lu un peu Dan Simmons, j'avais lu Hyperion, j'avais lu L'échiquier du mal aussi, qui est un autre de ces très grands livres, dans lequel qui est une sorte de thriller horrifique. Je vous pourrais trouver si ça m'intéresse sur le concept de L'échiquier du mal, c'est des gens qui peuvent prendre le contrôle d'autres humains par la pensée. Flashback, en fait, ça se veut être un roman d'anticipation dans les années 2030, si je dis pas de bêtises, où en fait le monde occidental s'est effondré à cause d'une politique d'aide sociale qui a ruiné les États. Vous commencez à sentir un peu le côté républicain. Il faut savoir que ça a été publié pendant la première présidence Obama, donc c'était des sujets aux États-Unis qui étaient importants, les aides sociales. L'Europe a été envahie par une sorte d'empire musulman confédéré qui s'appelle le Califat islamique global. Donc tous les musulmans se sont unis pour envahir l'Europe et ont fondé un empire musulman extrêmement agressif. La Chine s'est effondrée et est gouvernée par des chefs de guerre médiévaux en guerre permanente. Le Japon est retourné à un système féodal mais cyberpunk, c'est-à-dire qu'ils sont à nouveau gouvernés par des seigneurs féodaux. Ils sont en compétition pour devenir le shogun, mais ils ont accès à une technologie cyberpunk. Ils ont des drones, militairement ils sont bien devant.
Ils ont aussi un peu la main mise sur l'ONU avec un autre, je crois que c'est l'Inde. C'est l'Inde et le Japon qui ont la main mise sur l'ONU. Il y a un deuxième pays avec le Japon qui contrôle un peu le monde. Ouais. Les États-Unis, eux, se sont effondrés dans la pauvreté à cause d'une politique d'aide sociale qui a ruiné l'État. Les gens, globalement, plus de 90% de la population a arrêté de travailler parce qu'ils touchaient de l'argent à rien faire et se sont tournés vers la drogue, et notamment vers la drogue qui donne son nom au livre, qui est le flashback, qui permet de revivre de manière active des souvenirs. Donc la plupart des gens, en fait, sont des camés au flashback, vivent des aides sociales, et sont de potentiels délinquants en puissance. C'est le fantasme conservateur ultime, c'est une dinguerie. Ouais, c'est assez impressionnant. Le califat islamique d'Europe, toutes les populations asiatiques qui s'y retournent à des états barbares, les aides sociales qui ruinent l'Amérique, le c'était mieux avant, et du coup la meilleure drogue, ça permet de revivre tes souvenirs. Très important, j'allais oublier, moi, ce qui m'a le plus fait tiquer avec le califat islamique global, voilà, quand j'ai lu le livre, Israël a été rasé par une frappe nucléaire iranienne, qui est donc le second l'holocauste nucléaire. Donc Israël n'existe plus, les Juifs ne sont plus que quelques dizaines de milliers parce qu'ils ont tous été exterminés, et c'est ce qui a lancé le califat islamique global avec le nouveau grand djihad. Donc et Israël avait un programme de réplique, et dans sa grande mansuétude, ne l'a pas appliqué, a préféré se laisser anéantir plutôt que de plonger le monde dans une guerre nucléaire. Il y a un fantasme du martyr du martyr juif, et surtout du martyr israélien, qu'on retrouve dans l'échiquier du mal, par exemple. C'est un livre dans lequel on va avoir un ancien survivant des camps qui va partir en quête d'un officier SS. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment traversant dans l'œuvre de Simmons, cette espèce de mémoire de l'Holocauste, mais dans Flashback, on sent que ça a été un peu pourri. Oui, ouais. Donc voilà, Flashback, c'est un livre qui est vraiment nauséabond, en fait. C'est terrible. Alors, c'est un cauchemar. Il y a quand même des passages qui sont bien écrits, notamment l'enquête de Nick Bottom. Nick Bottom, qui est une référence à Shakespeare. Le personnage principal, qui doit mener une enquête pour le compte d'un des prétendants au titre de shogun japonais. Donc il y a des passages d'enquête qui sont intéressants, mais ça reste quand même en dessous d'œuvres qu'il a pu fournir auparavant, Simmons. Et puis surtout, en fait, le propos devient vraiment ridicule à partir du moment donc tous les États-Unis ont sombré dans la pauvreté et la criminalité, sauf le Texas qui a fait sécession, et lui est resté sur un système libéral capitaliste classique. Et donc par exemple dans le tout dernier chapitre, je spoil mais je m'en fous, donc Nick Bottom parvient à rejoindre le Texas, et il y a un des Texas Rangers qui fait la réflexion: non, vous inquiétez pas, chez nous on paye les soins, mais l'État ne vous prend pas votre argent. Et une réflexion comme ça, genre vous payez pas d'impôts, on paye pour tout, mais l'État ne vous prend rien. Si le Mexique aussi est pareil dans une guerre civile à cause des cartels. Oui, évidemment. Et a commencé à conquérir d'ailleurs le sud des États-Unis, seul le Texas reste. Et le livre s'achève sur le Japon, qui a créé le flashback quand même, donc qui a créé la drogue qui a poussé les États-Unis à dégringoler. Le Japon et le Texas s'allient pour combattre le grand ennemi qui est l'islam. Ils lancent des frappes orbitales sur le califat islamique d'Europe. On a une phrase, ils visent des sites religieux, et on a une phrase comme ça. Les habitants du califat islamique, en voyant leur site sacré détruit par des frappes orbitales, il y en a 1 million qui se mettent à convulser, la bave aux lèvres, et qui meurent instantanément en voyant leur site sacré détruit. Dans une sorte de crise de rage atroce. Donc voilà, donc moi mon rapport à Dan Simmons, c'est que c'est un auteur que je connaissais vaguement, en plus pour avoir lu quasiment ses meilleurs livres. Donc c'est un auteur auquel j'étais assez attaché. J'ai lu Flashback malencontreusement, sans connaître le monsieur. Et ça m'a complètement dégoûté, donc je suis content qu'on puisse en reparler un peu aujourd'hui. Parce qu'en lisant Hyperion, je me dis que déjà Hyperion, en tout cas le premier tome, ça va. Ouais, franchement. Même si y a des signes avant-coureurs, mais le livre est très ok. Quand tu m'as parlé de Flashback, j'ai commencé à essayer de regarder, et j'ai été méfiant. Par exemple, notamment l'histoire de Cassad, quand c'est commencé à parler
des Palestiniens du futur et du second djihad, enfin du djihad de l'espace et du second prophète, j'ai été très 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 méfiant et j'étais en mode puis au final ça allait. Je pense c'est traité avec un minimum de... C'est pas traité avec malveillance en tout cas dans le bouquin. Non. On pourrait peut-être y voir la maladresse pour ceux qui... Chose intéressante, sur les quelques pages concernant le passé musulman l'histoire, le rapport à l'islam de Qassad, on fait la distinction entre chiites et sunnites, et il me semble que dans le livre Flashback, où l'islam est le grand ennemi, il n'y a pas une seule fois les termes chiites et sunnites qui sont utilisés. À vérifier si quelqu'un a le livre sous la main, mais enfin c'est vraiment abruti quoi, comme c'est gavé d'ignorance. On croirait que Simon ça a reculé intellectuellement en fait. Oui, ouais, c'est parce que dans Hyperion c'est traité enfin voilà, Qassad c'est le musulman des pèlerins et c'est un peu le héros badass du livre. Il y a une vraie discussion intellectuelle sur tous les principes religieux. Il y a même on pourrait voir dans toute l'histoire d'Alliance Moïse une espèce de critique de la colonisation, un peu, ou au moins une réflexion écologiste et potentiellement décoloniale. Et c'est pas un roman politisé vraiment Hyperion non plus, c'est vraiment ça fait très bizarre de se dire que le même auteur est capable de sortir à 20 ans d'intervalle une telle purge 20 ans après, même 20 ans après quand même, enfin c'est un recul intellectuel de fou quoi. Flashback, je trouve que c'est intéressant à lire que sous l'aspect militant pour découvrir ce que c'est que de la science-fiction ou de l'anticipation d'extrême droite, parce que c'est extrêmement rare, la science-fiction en général c'est vrai, c'est progressiste selon les standards de son époque, donc c'est très rare d'avoir des livres de SF qui soient très très conservateurs. C'est vrai. En général, ça avance plutôt des idées novatrices pour leur époque. Oui, c'est censé être des romans ouverts d'esprit sur le futur, axés sur le... Voilà. Donc, si vous regardez des critiques de Flashback sur Internet, vous trouverez des gens qui crient au génie visionnaire de Simmons et des gens qui affirment que c'est le livre le plus puant qu'ils aient jamais pu lire. Moi, mon rapport à ça, je me suis un peu posé la question avant qu'on le lise, c'est est-ce que du coup, Dan Simmons, c'est un auteur qu'il faut lire ou pas? Parce que, quand t'achètes un livre de lui, c'est quand même de l'argent que tu donnes à un type qui a des convictions profondément malsaines. Je pense... C'est un peu un cas unique, quoi. Ouais, c'est quand même assez rare de sortir l'un des meilleurs bouquins de la science-fiction, puis de sortir des bouquins pareils. Je pense on peut... par respect de l'art entre guillemets, on peut tout à fait dire Hyperion c'est un bouquin fantastique. Hyperion c'est quand même c'est un grand classique. Moi j'aurais un compromis un peu bâtard à trouver, c'est que si possible pas acheter le livre neuf, c'est vrai, acheter d'occasion, se le faire prêter, l'emprunter dans une médiathèque, craquer un e-book, craquer le PDF. Mais ça c'est illégal. Mais si vous voulez être dans l'illégalité, j'ai pas le droit de vous recommander ça. On n'a pas le droit de le recommander, mais on n'a pas le droit de Hyperion, je pense que c'est important si vous vous intéressez aux classiques de la SF. C'est vraiment influent, et aussi c'est marrant parce que ça fait un peu une synthèse de tous les petits genres qui peuvent être explorés dedans. Tout ce qui existait à ce moment-là. Et aussi, même si c'est le prologue de la chute d'Hyperion, la fin, l'histoire se suffit à elle-même en termes de qualité, et la fin est assez impactante pour pas être extrêmement frustré de pas avoir le bouquin suivant, même si c'est une histoire clairement en deux temps et qui est pas complète sans le deuxième livre. Ça reste genre vous pouvez lire Hyperion et ensuite le laisser de côté et puis 2 ans après lire la chute d'Hyperion. Bon, ça va. Vous allez quand même être très très incité à lire la suite. C'est un vrai cliffhanger. Oui, le principal du livre n'a pas commencé. C'est ça. Mais juste l'image de fin avec les pèlerins qui marchent à leur mort presque, parce que le Gritch est tellement menaçant qu'ils sont possiblement condamnés, et ils marchent après s'être raconté leur vie et avoir développé des liens extrêmement uniques entre eux. Ils sont en train de marcher bras dessus bras dessous vers possiblement leur mort ou leur fin ou une torture pour l'éternité, et ils marchent vers les tombeaux du temps pour
sous une guerre spatiale. C'est impressionnant quand même comme. Je pourrais pas trop vous dire à quand vous arrêtez dans la biographie de Simmons, quoi, parce que c'est un peu Flashback, c'est vraiment sa grande incartade, mais bon, c'est quand même un très bon auteur à part ça, même s'il est un peu peut-être prétentieux avec son idée de toujours vouloir se rattacher à des grands récits, toujours chercher à faire des références à Shakespeare, à des grands poètes. Il a sorti des livres après Flashback. Son dernier livre, c'est le 5e cœur, en 2015. Depuis 2015, il a rien publié. Et je crois qu'il n'y a pas non plus d'interview de lui, rien. Donc il est probable qu'il sorte plus jamais rien et que tous les shitstorms qu'il a pu prendre sur ses positions l'est un peu dissuadé. Moi j'ai l'impression qu'il s'est retiré définitivement du monde littéraire. Bah ouais. Je pense que sans doute pour le... Oui. C'est un peu dommage de finir comme ça sa carrière parce qu'il aurait pu faire mieux. Mais bon. Ah, c'est déjà pas mal d'avoir il a quand même sorti de belle dinguerie et peut-être pour ceux qui se diraient ouais c'est comme Lovecraft était raciste et pourtant ça a un peu rien à voir parce que Lovecraft il est mort depuis plus d'un siècle et toute son œuvre ou presque à part quelques trucs qui sont encore sous copyright quasiment tout est dans le domaine public. Quand vous achetez un livre de Lovecraft vous rapportez pas d'argent à Lovecraft puis sa pensée il parle d'horreur Lovecraftienne quoi. Il a créé un genre si c'est pas que lui avoir écrit ça. Enfin, on peut... Son œuvre est un peu hégémonique dans la pensée populaire, donc ça n'a rien à voir avec le fait de réfléchir à un auteur qui est contemporain, qui est encore en vie, même s'il a âgé, il a plus 70 ans, et que tout le monde ne connaît pas. Quoi. Je pense il n'y a pas de souci avec le fait de lire ce genre d'œuvre. Ça n'a aucun intérêt de censurer. Non. Si c'était un mauvais livre, on dirait tant pis. Mais par contre, je vais pas dire un devoir non plus, mais c'est important d'être critique quand on lit ce genre de choses et de savoir reconnaître le sous-texte possiblement gênant qu'il y a derrière, ne serait-ce que pour son intégrité intellectuelle entre guillemets, Par contre, si Flashback vous intéresse, là vous pouvez aller l'acheter, mais vous êtes prévenu de ce qu'il y a dedans. Bah, ça peut être intéressant de... Pour se former politiquement, peut-être, à ce que c'est que la pensée apocalyptique de droite, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'il y a un peu... Je pense que si c'est un livre qui ressortait aujourd'hui, l'accueil serait pas du tout le même. Je sais pas, honnêtement, j'ai peur de savoir si ce serait en mieux. Je pense qu'il y a une chaîne d'infos au continu qui en parlera beaucoup. Voilà. C'est le problème, mais ouais, bon. C'est dommage d'avoir fini oui, ça dans une médiocrité. Donc ça, c'est pour ça. Si on l'avait pas lu ensemble, par exemple, je pense qu'il serait resté dans ma bibliothèque. Je me serais un peu privé de le relire. Ouais. Peut-être à tort, hein, tu vois, parce que j'ai bien aimé ça. Ouais, franchement, je suis très impressionné par le livre. Et c'est vrai que c'est un petit goût amer de savoir que l'auteur a tourné de manière aussi pitoyable, quoi. Ça reste des grands classiques de la SF. On aura l'occasion de discuter de son influence la prochaine fois pour le tome 2. Avec la fin de cette histoire, parce que c'était un prologue. Le meilleur prologue. Le meilleur prologue. Un prologue. Finissons ça. Je pense que c'est pas mal, ouais. Allez. Au revoir, Mathieu Ménestrel. Allez, salut, Mathieu Ménestrel. J'espère que ça vous a plu. Allez, des bisous. Bisous.